tu peux lancer. Mesdames et messieurs, merci d'être là aussi nombreux. En tant que vice-président du Forum européen de bioéthique, j'ai le plaisir de vous accueillir pour les 2 premières séances de ce rendez-vous devenu désormais important et incontournable à Strasbourg, grâce à vous, grâce à l'appétence du public, grâce à sa présence nombreuse dans les salles. Au départ, c'était un rêve un peu fou, puis le rêve s'est confirmé l'année dernière, et désormais on se sent entraîné par la sympathie de tous et par l'engouement qui étonne d'ailleurs les conférenciers qui viennent d'autres villes, l'engouement des Strasbourgeois de venir tuiler les experts que nous invitons pour eux et auxquels nous demandons de s'exprimer et de présenter les choses de manière accessible et compréhensible, ce qu'ils font d'ailleurs bien volontiers. Le Forum européen de bioéthique a été mis en place et créé pour donner accès à des notions parfois un peu complexes, les notions de la bioéthique, pour que vous puissiez vous approcher des enjeux de la bioéthique, les comprendre, les intérioriser et avec vos valeurs, porter des jugements et changer ou garder les positions que vous aviez. Il ne s'agit pas pour nous de vous influencer, mais de présenter tout le spectre de la pensée sur les différents sujets que nous vous proposons d'aborder. Ces sujets sont mis en place grâce à vos demandes, grâce à vos écrits, à vos lettres, mais aussi grâce à un conseil scientifique qui se réunit généralement au mois de mai, qui comporte une 60aine de personnes, experts dans de très nombreux domaines, et qui nous donne les idées, mais également les noms des intervenants, que ce soit des intervenants français ou étrangers. Peut déjà vous dévoiler le sujet de l'année prochaine qui a déjà été choisi et qui portera sur la maîtrise des comportements humains et la manipulation possible du cerveau qui bien sûr pose de très nombreux problèmes de bioéthique pour nous, pour nos vies, mais également pour celles de nos enfants. Je déclare ouvert le Forum européen de bioéthique dans sa 3e édition sur le sujet « Le corps humain en pièces détachées » avec un très très beau programme exceptionnel d'invités qui ont accepté et qui désormais sont même très volontaires pour venir devant le public strasbourgeois, présenter leur position, leur savoir et surtout se mettre à la disposition de vos questions et de vos interpellations. On a une règle du jeu qui est que chaque interpellant se lève, se présente et formule sa question de manière la plus bref possible pour qu'on puisse avoir autant d'interventions ou de questions que souhaité. Je vais donc passer la parole. En fait, avant de lui passer la parole, je voudrais devant vous tous honorer très du fond du cœur celle sans qui tout cela ne serait pas possible. C'est Nadia Aubin, qui est journaliste mais surtout directrice du Forum européen de bioéthique et qui travaille plus qu'une année pour chacune des rencontres. Et donc le travail immense d'organisation et de mise en place, c'est Nadia qui le fait. Sans elle, ce forum n'aurait pas été possible, les 2 précédents non plus. Un grand merci à Nadia et je lui passe la parole. Merci pour cette introduction, un peu plus de son. Merci beaucoup et puis j'aurai également moi tout au long de ce forum l'occasion de remercier d'autres personnes qui sont à mes côtés. Israël et moi sommes devant, mais il y a énormément de personnes qui travaillent avec nous. Et donc nous allons commencer ce forum par un thème qui est un peu un scénario du futur, hein, de l'homme réparé à l'homme augmenté en route vers le post-humain, point d'interrogation, avec un super plateau comme vous le voyez ici, et je donnerai tout à l'heure à chacun l'opportunité de se présenter. Et en fait, nous avons eu plaisir d'ailleurs à réfléchir sur ce sujet-là parce que
On est un petit peu dans la science-fiction, en même temps pas tout à fait. On nous parle des nanotechnologies, de nanotechnologies embarquées dans l'organisme, d'augmentation des capacités de l'être humain. Bref, on a voulu voir un petit peu plus clair là-dedans, à la fois dans ce qui est aujourd'hui possible réellement, ce qui se dessine, ça c'est pour le volet recherche, le volet application, le volet technique. On a voulu aussi comprendre à quoi renvoie cette envie, ce besoin d'augmenter l'homme, donc ça correspond à quoi dans notre société, ça reflète quoi? Et bien évidemment, on a voulu entendre au moins une palette d'avis de chercheurs, de philosophes et puis de personnes concernées directement par ce sujet de l'homme augmenté. Donc je vais demander tout de suite à Didier Kernel, hein, qui est tout à fait à gauche. Il m'a dit tout à l'heure, soit on me met à l'extrême gauche, soit à l'extrême droite. Hein. Mais c'est vraiment pas du tout fait exprès. Donc si vous voulez juste vous présenter à nous, Didier Kernel. Bonsoir, donc je suis vice-président de l'AFT Technoprog. C'est une organisation qui est active en France et dans d'autres pays francophones et qui a pour objectif d'aborder les questions relatives aux progressions technologiques dans une option positive, mais en étant conscient également des risques qui sont liés à cela. Et votre présence est extrêmement importante parce que vous allez nous expliquer ce qu'est le transhumanisme. En même temps, quand je dis transhumanisme, vous me reprenez, vous me dites technoprog. Donc on va essayer de comprendre un petit peu quelle est la différence entre l'un et l'autre. Et vous nous venez de Belgique. Hein. Alexandre Moron? Oui, je suis professeur de bioéthique à la faculté de médecine de l'Université de Genève et mes thèmes d'intérêt sont en partie liés effectivement avec les questions, à la fois les questions d'éthique qui sont suscitées par le progrès biomédical, mais aussi le fait que ce regard éthique est souvent porteur d'idéologie et d'idéologie assez simplificatrice. Donc malgré que je sois professeur de bioéthique, je passe une bonne partie de mon temps à critiquer la bioéthique. Et je dois dire que c'est ce parti pris qui a fait, parce que nous vous avons cherché sur Internet, comme beaucoup de nos intervenants d'ailleurs, hein, en regardant vos écrits, vos textes, vos vidéos, et puis on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose là, avec ce regard, et on va vous écouter d'ailleurs tout à l'heure. Et puis Alain Beretz, alors, pas du tout inconnu, hein. Je précise juste avec fierté qu'il est le vice-président aussi du Forum européen de bioéthique, et puis... Bonsoir à toutes et à tous. Oui, je suis donc ici en tant que grand témoin, donc le personnel non qualifié de la table. Et mon métier aujourd'hui, c'est d'être président de votre université, l'Université de Strasbourg. Et donc, j'essaierai d'amener le regard du citoyen, mais peut-être aussi le regard de l'universitaire dans ce qu'il a peut-être, si j'ose le terme, d'un peu universel. Voilà. Et puis... Roger Paul Droit, alors vous êtes venu avec Monique Atlan, tous les deux, il n'y a pas si longtemps à Strasbourg. Je disais tout à l'heure, votre livre humain, c'est vraiment, on pourrait faire tout le forum finalement avec vous. Mais je vous laisse vous présenter. Alors je suis philosophe, professeur de philosophie, mais aussi chercheur au CNRS en philosophie, où je m'occupe essentiellement des images des autres dans la culture européenne. J'enseigne à Sciences Po et je suis membre du Comité consultatif national d'éthique depuis 5 ans maintenant. Je travaille aussi dans quelques journaux puisque j'ai une chronique dans Le Monde et une autre dans les Échos. Mais en gros, je m'occupe essentiellement des croisements entre l'héritage des concepts de la philosophie et les questions vives des mutations de notre temps et de notre époque. Et c'est cela qui m'a conduit avec Monique Atlan à écrire ce gros livre humain sur les mutations et les révolutions qui changent nos vies. Voilà, c'est chez Flammarion et à partir de demain, vous verrez, comme vous le savez, nous avons un partenariat avec Librairie Kléber qui est vraiment avec nous depuis le début. À partir de demain, nous aurons un petit coin librairie là-bas. On pourra donc acheter directement les livres, mais cela dit, on peut aussi traverser la place Kléber et se les procurer. Monique Atlan. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis journaliste, productrice à France 2 d'une émission, d'un programme quotidien qui s'appelle Dans quelle étagère, où je présente chaque jour un écrivain et un livre. Et ce programme est diffusé 3 fois par jour.
Et effectivement, si j'ai eu envie avec Roger Paul de mener cette grande enquête, c'est probablement aussi parce que j'avais le souvenir des 10 années passées comme dirigeant la rubrique des livres du magazine Science et Avenir et de toutes ces lectures accumulées et de toutes ces questions qui se posent et qui se posent de plus en plus pour nous aujourd'hui. Et enfin, Bernard Bertschy, vous étiez déjà là l'année dernière. Hein. Oui, Bernard Bertschy, donc je suis à l'Institut d'éthique biomédicale de l'Université de Genève, avec Alex Mouron d'ailleurs. Je suis philosophe et je m'intéresse particulièrement depuis quand même un certain nombre d'années aux questions liées aux biotechnologies. Je fais partie d'ailleurs de la commission suisse sur la biotechnologie. Et plus récemment, surtout, je m'intéresse aux questions liées aux neurosciences et aussi à la biologie synthétique, mais c'est tout autre chose. Et la question de médicaments améliorant les capacités ou les performances de l'être humain s'y présente, pas seulement présente dans le cyclisme, mais aussi avec les psychostimulants. Oui. Et maintenant, d'ailleurs, il y a un nouveau chapitre, peut-être on en dira 2-3 mots, mais qui n'est pas encore abordé, en tout cas dans le programme, c'est l'amélioration des capacités morales de l'être humain. Si on avait une pilule pour rendre les gens plus généreux, est-ce qu'il faudrait y renoncer? Ça, je sais que ça vous travaille. Est-ce que ce serait une amélioration vraiment morale ou pas? On en discutera peut-être. Oui. Alors j'aimerais bien que vous gardiez le micro, en fait, Bernard Bertschy, parce que lorsque nous nous sommes parlé en amont de cette table ronde, vous me disiez, oh finalement la frontière, je vous demandais l'homme amélioré, l'homme augmenté, c'est quoi? Vous me disiez la frontière est poreuse finalement. Donnez-moi juste votre point de vue. Je pense qu'on peut... c'est pas nouveau. Le concept de santé, le concept de normalité sont des concepts qui sont quand même à géométrie, je dirais, un peu variables. Et l'usage de techniques médicales qui ont dépassé leur premier domaine d'application sont connus. La chirurgie esthétique est un bon exemple. Hein. La chirurgie esthétique a pour origine la chirurgie de reconstruction, notamment des blessés. Et puis ensuite, on l'a utilisé pour s'améliorer. Il y a même, je crois, une œuvre d'Andy Warhol où on voit, qui s'appelle « Avant » avec un nez très busqué et « Après » avec un nez droit. Donc, c'est déjà ancien. Eh bien, on a parlé maintenant aussi de neurocosmétique ou de neurologie cosmétique pour parler de l'usage surtout de médicaments comme les amphétamines pour améliorer les capacités mentales, alors que c'était utilisé pour soigner. C'est pas nouveau non plus, hein, comme vous le savez probablement. Jean-Paul Sartre, qui est un philosophe fort connu, prenait des amphétamines lorsqu'il écrivait L'être et le néant, et on peut dire que c'est une œuvre écrite sous amphétamine. Mais aujourd'hui, on parle de nanotechnologie, de biotechnologie, et de toutes les promesses qu'elle laisse entrevoir pour augmenter les capacités de l'être humain. Et Didier Cornel, finalement, c'est là-dessus, si j'ai bien compris, que se base votre courant, comment on peut appeler ça, à la fois intellectuel et politique, je crois, pour prôner l'augmentation de l'homme, c'est ça? Donc, vous pouvez me corriger hein, si je me trompe. Hein. Parmi les augmentations de l'être humain qui sont possibles, il y en a beaucoup. Il y en a qui concernent, disons, les capacités physiques, par exemple, aller plus loin, plus haut, plus fort. Il y en a qui concernent l'amélioration de l'intelligence. Donc, on en a parlé avec l'exemple de Sartre. Il y a les possibilités dans le domaine psychologique. On pourrait imaginer une pilule qui permet le bien-être, l'optimisme, le bonheur. Et puis, il y a encore le domaine des améliorations sociales, empathie, solidarité. Le domaine qui, moi, personnellement, m'intéresse le plus sur le relativement moyen et long terme, disons les 2 prochains siècles, c'est permettre aux hommes et aux femmes de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé. Et vous me demandiez tout à l'heure quelle était la différence. La différence, oui, c'est vrai. Transhumanisme, technoprogressisme. Bon, le transhumanisme, il y a beaucoup de saveurs différentes. Pour moi, dans le mot transhumanisme, il y a d'abord le mot humanisme, c'est le plus important. Et le terme technoprogressiste, pour nous, signifie qu'il est extrêmement important que les améliorations de l'être humain qui seront possibles, et celles qui sont déjà possibles, elles ne soient pas seulement pour un petit nombre, mais qu'elles soient accessibles à l'ensemble des femmes et des hommes. Pour le moment, un des enjeux dans les 10 ou 20 prochaines années, en ce qui concerne toutes les améliorations possibles de l'être humain, donc les thérapies géniques, les nanotechnologies, les nouveaux médicaments, un des enjeux majeurs, ce ne sera pas de savoir est-ce qu'on va progresser ou pas, ce sera de savoir est-ce que les progressions seront accessibles à l'ensemble des citoyens, donc à vous, à moi et à Bill Gates, ou bien seulement à Bill Gates et aux plus riches d'entre nous. Et donc,
c'est un des enjeux majeurs et c'est pour cela que à l'AFT Technoprog, nous nous efforçons de rendre possible ce débat parce que vous savez certainement que beaucoup de citoyens, particulièrement ceux situés politiquement dans les domaines dits progressistes, ont peur des progressions technologiques. Et un des effets particulièrement contre-productifs de cette peur pourrait être que demain, donc, comme certains le craignent, on puisse vivre beaucoup plus longtemps, moi je ne le crains pas, mais que cette possibilité de vivre beaucoup plus longtemps soit réservée aux plus aisés. Voilà. Alors, AFT, alors vous me corrigez si je me trompe, c'est Association française de transhumanisme, c'est ça? C'est ça? Et vous rajoutez... Donc, le nom exact, c'est Association française transhumaniste Technoprog. Technoprog, ok, très bien. Alexandre Moron, je vous vois un peu hocher de la tête. Alors, est-ce que, je suis sûre que vous avez envie d'intervenir, hein. Vous avez déjà étudié cette question. Oui, à vrai dire, mon propos, c'est par rapport à ce qui est dit, par je rapport dirais à une critique de la critique du transhumanisme, en ce sens que j'ai l'impression que depuis quelques années, la bioéthique en Europe et en particulier en France est devenue un discours un peu simplificateur et faussement équilibré. Je m'explique. Il y a une façon assez convenue finalement d'accueillir telle ou telle avancée technologique avec un discours qui est tout prêt à l'avance, où on dit d'un côté, oui, il y a des avantages, où ça apporte un bien, mais de l'autre, c'est dangereux, où il y a des dérives. Le mot dérive est un mot qui est devenu extrêmement important dans le vocabulaire d'un certain type de bioéthique journalistique. Et c'est comme s'il fallait qu'il y ait toujours une sorte d'équilibre entre les deux qui est posé a priori. Alors, prenons une technologie médicale qui est très controversée, enfin, qui a été très controversée, comme le diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire le diagnostic associé, possiblement associé à la fécondation in vitro, qui permet d'identifier des embryons porteurs ou non d'une anomalie génétique. Alors, le discours standard, on a l'impression qu'il y a, ça sort comme d'un ordinateur. Oui, bien sûr, c'est bien pour les parents qui en auront besoin, mais attention, tri d'embryons égale eugénisme égale Hitler. Voilà. Et il y a beaucoup de domaines où j'ai l'impression que la bioéthique, ou ce qui passe pour être de la bioéthique, est fait en fait d'automatismes de ce type-là. Autour de certains concepts qui sont comme des slogans. Un autre slogan, c'est « marchandisation du corps ». Alors que quand on regarde ce qu'il y a derrière, est-ce que le problème du trafic d'organes, personne ne défend le trafic d'organes, est-ce que c'est une espèce de transgression métaphysique de la dignité humaine, ou bien est-ce que c'est un problème terre-à-terre de mafia, de discrimination, de distribution à la fois inéquitable et inefficace des organes, qui fait qu'en effet, le trafic d'organes, c'est une très mauvaise idée. Voilà. C'est là, je pense, qu'il y a une critique à faire d'un certain prêt-à-penser bioéthique qui a quand même un peu pignon sur rue à notre époque. Eh bien, c'est enregistré. Alors, Roger Paul Droit, Monique Atlan, c'est vrai qu'on ne peut pas s'adresser à l'un sans s'adresser à l'autre, hein, parce que de toute façon, ce livre, vous l'avez fait ensemble. Et je me disais, bon, vous avez interrogé aussi, par exemple, Henri Atlan, hein, sur ce sujet. Alors, bon, voilà, ça c'est une question, moi j'aimerais bien que vous nous disiez, je l'ai lu, mais j'aimerais que vous nous disiez ce qu'il pense du transhumanisme, mais aussi vous-même de ce courant. Qu'est-ce que... Au-delà de ce qu'il représente, de ses aspirations, de sa vocation, qu'est-ce que cela traduit dans notre société aujourd'hui? Donc, soit vous commencez par Henri Atlan, mais bien sûr, allez-y, en fait, absolument. À ce que Roger Paul, parce que depuis le début, on a commencé à discuter, je retrouve ce qui m'a le plus frappé finalement pendant tout ce temps où on a fait cette longue enquête transversale, où on a rencontré beaucoup d'experts, où on s'est posé beaucoup de questions sur toutes ces mutations. En fait, la chose la plus forte que j'ai éprouvée, c'est cette difficulté de faire le tri entre ce qui est de l'ordre du fantasme et ce qui est de l'ordre du réel, entre ce qui est de l'ordre de la science-fiction
et ce qui est de la réelle science en progrès, comme dans un progrès continu. Et ce qui est très frappant, c'est que ces infiltrations réciproques travaillent aussi bien les scientifiques eux-mêmes, qui ne sont pas indemnes de cette perméabilité, si vous voulez, face à la fiction. On a rencontré beaucoup de gens qui avaient un seul point commun, c'est qu'ils lisaient aussi beaucoup de science-fiction. Donc, ils sont travaillés par les mythes, les grands récits mythiques, de la même façon qu'effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, le grand public, nous, donc, puisque nous nous sommes posé cette question au nom de ceux qui, comme nous, sont des profanes, ont à la fois une attitude de fascination et de peur, parce que c'est comme s'il y avait toujours un récit cinématographique pas très loin qui irrigue toutes les réflexions qu'on se fait sur ces questions-là. Et effectivement, alors de façon encore plus cinématographique, le transhumanisme pousse comme à la caricature ce questionnement, et notamment quand on a rencontré Ray Kurzweil, qui est censé être le pape du transhumanisme aux États-Unis, effectivement, on sent à quel point joue en permanence, on est à la fois dans le récit scientifique, les avancées de la science et tout ce que ça pourrait apporter. Ce que cela pourrait, c'est quand même toujours avec un grand point d'interrogation, car dès qu'on parle d'organes artificiels, de prothèses, se posent encore beaucoup de questions aux scientifiques, le rejet, la maintenance, tout ça n'est pas réglé. Donc la part de fantasme est extrêmement importante et c'est très difficile de faire le tri. Pardonnez-moi, juste une petite parenthèse. Effectivement, lorsque j'ai interrogé Fabrice Papillon, qui vraiment n'a pas pu venir aujourd'hui, qui a quand même fait énormément de travaux et de publications avec Joël de René, lui aussi, il me dit, in fine, je suis certain, et pour ce que je sais, c'est un journaliste aussi, hein, il y a un fourmillement de recherches un peu partout dans le monde, mais le gap entre le fantasme et la réalité est énorme, est énorme. Voilà, je voulais juste dire ça. Oui, et je pense que pour mesurer cet écart, il suffit aussi de sortir une seconde des livres où il est effectivement question de la prochaine arrivée de notre conscience dans un disque dur, de notre fusion avec les machines, des mutations génétiques qui nous permettraient soit de vivre infiniment plus longtemps, soit d'être plus résistants à la fatigue. Et puis si on quitte tout ça et qu'on regarde la réalité, je ne crois pas qu'il y ait de robots dans la salle. Vous êtes venus par le tramway et il n'y avait que des êtres humains. Vous avez des rapports aux machines, évidemment, comme nous tous, mais ces machines sont assez stupides quand même dans l'ensemble, même si elles miment par des tas de manières des associations d'idées. Et du coup, je crois qu'il y a, vous parliez d'Henri Atlan dans notre enquête, il y a aujourd'hui finalement des penseurs, y compris des scientifiques, qui vont dans le sens d'une sorte de sans limite permanent et d'augmentation de l'augmentation, si j'ose dire, et d'autres que j'appellerais volontiers déflationnistes, qui disent « attendez, on se calme, tout cela est virtuel, est possible, mais d'une manière qu'on ne connaît pas bien statistiquement, ni dans un horizon temporel impossible à fixer ». Et comme philosophe, moi je voudrais juste revenir à des questions presque très simple. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'homme augmenté? J'ai demandé à mon patron de m'augmenter. Ce n'est pas cela dont on parle. Oui, il y a le piège des mots, évidemment. Augmenter comment? Parce qu'après tout, d'une certaine manière, l'homme n'a cessé de vouloir s'augmenter au sens de prolonger la force de ses bras depuis les lances, les arcs, les silex taillés, c'est de l'augmentation. Alors, est-ce qu'on veut dire que la course aux technologies, l'accélération, l'intensification, la puissance devient infiniment plus grande, ou est-ce qu'on veut dire autre chose? Je crois qu'on veut dire, dans cette augmentation en un sens nouveau, essentiellement une intériorisation des transformations. Il ne s'agit plus simplement d'augmenter notre puissance d'agir par les choses à l'extérieur, mais il s'agit de les voir métamorphoser à l'intérieur, soit de notre organisme, soit même de nos gènes ou de nos neurones ou du fonctionnement de notre cerveau. Et là, ça pose évidemment toute une série de questions sur les limites, sur la nature de ces transformations et à terme, et c'est bien évidemment là où le débat devient nécessairement philosophique, sur ce que l'on considère être la nature de l'être humain ou son absence
de nature à préserver. Parce qu'on citait Sartre tout à l'heure, je crois que s'il y a une des leçons de Sartre, c'est que la nature de l'être humain, c'est justement de ne pas avoir de nature définie, prescrite et une fois pour toutes inscrite quelque part. Et si, vous m'arrêtez si je deviens trop long. Non, au contraire, c'est un régal, continuez. Tous les philosophes, il faut les plaquer au sol au bout d'un moment. Et simplement, ceci, c'est qu'une des craintes que j'ai vis-à-vis du transhumanisme, ce n'est pas du tout qu'on nous fasse vivre plus longtemps, je ne vois pas où serait le problème éthique, ni que finalement on améliore certaines de nos performances physiques, je ne vois pas non plus le problème, mais c'est qu'on fixe une idée et une forme de profil, d'identité de l'être humain qui serait meilleur parce qu'il pense mieux, parce qu'il pense plus, parce qu'il vit plus longtemps. Je crois que cette idée-là de l'amélioration est elle-même à questionner dans ses fondements et dans ce qu'elle veut dire. Et la dernière chose, c'est que je crois qu'il y a aussi un problème lié même à l'identité, puisque c'est le corps humain en pièces. Vous savez, il y a un vieux problème que les Grecs connaissaient, c'est le bateau de Thésée. C'est un bateau dont on change une planche tous les jours. Et la question, qui est un problème d'identité, c'est à partir de combien de planches changer? Est-ce encore le même bateau ou est-ce déjà un autre? Eh bien, vous avez la même chose finalement avec le corps humain en pièces. Si on vous met une main prothétique à la place de votre main naturelle, vous serez toujours le même du point de vue de votre identité personnelle. Si on vous met un cœur artificiel, probablement vous direz encore « je serai toujours le même ». Si on commence à vous charger de cartes mémoire dans le cerveau qui augmenteraient vos capacités et qui vous donnerait des connaissances encyclopédiques que vous n'auriez pas acquises mais que il suffirait d'implanter, ou quand on vous modifierait vos affects, est-ce que vous seriez toujours le même? Et c'est la question de l'identité même qui est en jeu. Et alors, Didier Kernel, bien sûr, je ne vous oublie pas, ni Alexandre Moron. J'ai posé une question en aparté à Alain Beretz, j'ai eu une réponse. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut modifier l'espèce humaine? Donc j'aimerais bien que vous en profitiez tous. Et lui-même a une question, je crois. Non, c'est une question plus pour les généticiens que vous verrez. Mais ma connaissance, là où je ne prétends aucune expertise, c'est de la culture générale scientifique, mais l'espèce humaine est là parce qu'elle s'est modifiée. L'espèce humaine serait morte depuis longtemps si elle était restée constante. Nous ne sommes là parce que nous subissons constamment des mutations génétiques naturelles. Je ne suis pas en train de défendre les rayonnements de quelque sorte que ce soit ou les médicaments mutagènes. Mais nous avons muté de manière importante. Et c'est cette mutation associée à des choses de type darwinienne, si on veut simplifier un peu, qui font qu'on est toujours là, tout simplement. Autrement, on ne serait pas là. Donc l'humanité mourra de reproduction à l'identique. Ça, c'est absolument évident. Alors moi, j'avais une question en entendant et c'est peut-être plus pour les philosophes, mais c'est vraiment la question de l'universitaire. Est-ce que cette nouvelle question de l'homme augmenté est une remise en question du progrès? Parce que l'universitaire, vous voyez bien mon point de vue, on ne peut pas... le progrès est dangereux, mais le progrès, de la même manière, l'humanité ne peut que progresser ou elle mourra. C'est mon point de vue, mais je ne suis pas philosophe et j'aimerais savoir si les philosophes voient un progrès dangereux dans ce transhumanisme particulier, ou si on a, ça a été cité, je crois, par plusieurs d'entre vous, un de ces fantasmes du progrès qu'on a déjà entendu pour la machine à vapeur. Alors, Bernard Berti, pour commencer. On parle de progrès, la première chose qu'il faudrait peut-être préciser, c'est progrès vers quoi ou vers où? Parce qu'évidemment, si c'est simplement le fait d'avancer, de s'adapter, on progresse nécessairement. Cela dit, je crois que ça a été souligné aussi, l'idée de devenir meilleur, elle est consubstantielle à l'être humain. La morale d'Aristote, par exemple, prendre quelqu'un il y a très 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 longtemps, eh bien, c'est de dire qu'il faut devenir un être vertueux, et vertu en grec, ça veut dire excellence. Il faut devenir un individu excellent. Donc le but, c'est l'excellence. Et puis on utilise des moyens, alors là il s'agit ici chez Aristote de l'éducation morale, mais on a déjà des outils. Platon, encore avant, tient tout un discours contre l'usage de l'écriture, parce que si on se met à écrire les choses, c'est-à-dire à extérioriser notre mémoire, eh bien on ne va plus pouvoir apprendre par cœur, on va devenir incapable d'assimiler des connaissances. Donc dès le départ, je crois, en tout cas de l'histoire humaine, on a une idée de progrès, on se donne des outils, même des outils intellectuels pour être de mieux en mieux. On utilise tous des ordinateurs dans lesquels on extériorise beaucoup de notre mémoire. On utilise des micros.
On passe des lunettes, qui est un domaine pour soigner à la longue vue, qui est un améliorant de la vue. On est depuis tout le temps dans cette idée de faire mieux et d'augmenter les ressources que l'on a pour s'adapter, c'est clair, avec évidemment les inconvénients qu'il y a, la pression sociale notamment, qui pousse les personnes à faire toujours plus, toujours mieux. Il y a une espèce de... Enfin, c'est un peu le... Je ne sais pas si on peut parler de nature humaine, mais le destinée humaine, en tout cas, qui va dans cette direction-là. D'accord. Alors, Monique Atlan, Roger-Paul Droit, Alexandre Moron, on ne vous oublie pas non plus. Dans 20 minutes, on va vous donner la parole dans la salle. Monique Atlan. Oui, non, moi je me disais, en fait, quand on parle d'homme augmenté, il y a bien cette idée qu'il y a comme une sorte de limite qui est donc sans cesse repoussée. Et donc, toute la question, c'est effectivement, là encore, quelque chose qui est très frappant quand on traverse tous ces champs de savoir, c'est de voir à quel point les notions de frontières, les notions de limites ont toutes, d'une certaine façon, valsé en éclats, ont toutes bougé, sont toutes brouillées, sont toutes travaillées. Tout maintenant, il faut remonter quand même encore et toujours, à mon avis, à ce moment crucial qui, à mon avis, est une vraie révolution scientifique. C'est ce moment où la biologie moléculaire pose le principe de l'unité du vivant, de la non-différenciation au niveau moléculaire, en tout cas, entre l'inerte et le vivant. Et à partir de là, toutes les frontières, toutes les différenciations entre l'inerte et le vivant, entre le naturel et l'artificiel, entre l'homme et l'animal, même entre la personne et la chose, sont en train d'être retravaillées parce que, effectivement, tout ça n'a plus le sens qu'on donnait avant, c'est-à-dire quand l'homme se sentait au centre de l'univers, rayonnant autour des autres ordres de la nature. Et je crois que toutes ces questions sur l'homme augmenté, au fond, nous renvoient comme en miroir à des questions sur la représentation qu'on se fait de nous-mêmes à partir du moment où on n'a plus un espace bien balisé. C'est donc pas l'augmentation en elle-même qui est la question, c'est plus le problème de la limite et de la frontière qui se pose. Roger-Paul Droit. Oui, en 3 mots, je voudrais répondre à la question de la remise. Est-ce qu'il y a une remise en question du progrès? Il y a, disons, au siècle des Lumières, au 19e siècle, le progrès avec un grand P faisait croire que tout marchait du même pas. Plus on en savait, plus on agissait sur le monde, plus, d'une certaine manière, la politique, l'organisation sociale et même le caractère moral des êtres humains s'améliorait. Autrement dit, tout allait, avec quelques chaos, mais pour le mieux, dans le meilleur des progrès possibles. Et puis le XXe siècle a montré que l'avancée à la fois des savoirs et des sociétés n'empêche pas la barbarie, que les sciences peuvent se mettre au service du pire et que tout cela s'est disjoint en aboutissant finalement à un autre risque, c'est qu'à une forme de technophilie confiante et un peu radieuse, on a basculé dans une sorte de technophobie, faisant penser que toute science est finalement à terme éventuellement néfaste, toute technique suspecte, et que tout cela nous prépare forcément le pire. Ce qu'on essaie aujourd'hui, je crois, de mettre sur pied, et ce serait le progrès dissocié du XXIe siècle, c'est une lecture des dossiers au cas par cas, sortir du global, de l'idée que tous les progrès vont ensemble, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, et à savoir qu'il y a des questions innovation par innovation, domaine par domaine, à regarder de près. Alexandre Moron, et puis Didier Kernel. J'aimerais rebondir sur ce qui a été dit sur cette sorte de fragilisation ou dissolution des limites, parce qu'en effet, le thème des frontières, des limites est central dans beaucoup des sujets qui vont être discutés cette semaine, et il se décline selon plusieurs sortes de limites un peu plus définies, et je voudrais en évoquer 2. L'une, c'est la frontière censée être éthiquement pertinente entre l'homme réparé et l'homme augmenté, avec l'idée reçue que la réparation c'est OK, on va dire, vulgairement, tandis que l'augmentation c'est transgressif, c'est la hubris des anciens Grecs, c'est quelque chose d'inacceptable. Et puis l'autre limite, c'est celle entre
c'est la limite de la corporité humaine. Autrement dit, les inventions technologiques ou les outils nouveaux, y compris des outils culturels, hein, comme l'imprimerie ou l'Internet, tant qu'ils sont extérieurs au corps humain, ce sont des outils et ça marche, hein, c'est acceptable. Mais lorsque ces outils sont internalisés, lorsque ces progrès biotechnologiques se déclinent sous forme d'une amélioration qui est sous la peau de l'homme, en quelque sorte, alors là, à nouveau, on est dans le thème de la transgression et de l'inacceptable. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'au fond, ces limites, elles peuvent apparaître relativement évidentes à court terme, mais à long terme, elles ne sont pas opérationnelles. Je vous donnerai un exemple. Est-ce que la vaccination, c'est une réparation ou une amélioration? Au XVIIIe siècle, lorsqu'on découvre la variolation, puis ensuite la vaccination au sens strict, il y a des débats théologiques extraordinairement virulents à ce sujet. Et rétrospectivement, on pourrait lire quelque chose d'assez contemporain dans ces débats, parce qu'effectivement, changer l'immunologie du corps de la personne humaine, c'est changer le soi, hein, comme disent les immunologistes, le soi, le non-soi. Donc c'est quelque chose qui relève plus de l'amélioration et de l'intériorité du corps humain que d'une thérapeutique qui serait appliquée de façon extérieure. Et du coup, je pense que là, il y a un certain nombre d'idées reçues qui alimentent un débat bioéthique qui, à mon sens, est souvent un faux débat. Didier Cornel. Oui, d'abord, je suis fort heureux d'entendre que ce qui permet de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé ne suscite pas d'opposition, parce que parmi toutes les personnes qui s'intéressent au technoprogressisme, au transhumanisme, il y a une mosaïque d'idées. Il y a probablement une seule chose qui fait consensus, c'est le souhait de permettre de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé. Tout le reste, finalement, les interrogations traversent aussi. Et oui, par votre rapport à ça, j'insiste sur le votre fait... courant est assez disparate d'ailleurs, hein, entre ceux qui veulent l'immortalité, ceux qui veulent juste l'augmentation. C'est assez disparate pour ce que j'ai pu voir. C'est assez disparate, mais le consensus, c'est encore une fois permettre de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé. Et là-dessus, j'insiste sur le fait que ce n'est pas une obligation de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé. Il y a une petite partie de la société qui ne souhaite pas bénéficier de certaines progressions. Donc aux États-Unis, vous avez les Amish, par exemple, qui n'utilisent encore que le cheval qui ne vient d'ailleurs pas des États-Unis, qui est déjà une progression technologique importée d'Europe, mais passons. Et donc, c'est un choix. Alors, ce que je voulais dire aussi rapidement, c'est par rapport à la question des connaissances et de l'incertitude. C'est clair que ceux qui sont venus en tram viennent avec le même tram qu'il y a 20, 30, 40 ou 50 ans, mais c'est clair aussi que si on vous avait dit il y a 20 ans qu'avec un petit appareil comme celui-ci, vous auriez eu accès à plus de connaissances que jamais dans l'histoire de l'humanité, et plus de connaissances que la personne la plus puissante du monde il y a une vingtaine d'années, vous ne l'auriez pas cru. Donc, on n'a jamais eu autant dans l'humanité de connaissances, d'accès aux connaissances, et on n'a jamais eu autant, ça c'est un des paradoxes, d'incertitude dans l'histoire de l'humanité. Personne ne sait ce qui se passera dans 20 ou 30 ans. Et un des aspects importants de la science-fiction par rapport à la science, de la science prospective, c'est l'aspect prédictif et anti-prédictif. C'est très important. Donc, vous connaissez probablement ce livre qui s'appelait Le Printemps silencieux, dans la fin des années 60, début des années 70, qui a eu un impact considérable dans la lutte contre la pollution, contre le DTT, pour un meilleur environnement. S'il n'y avait pas eu ce type de livre, ou s'il n'y avait pas eu des livres concernant la surpopulation, on peut multiplier les exemples, il y aurait probablement eu plus de pollution, plus de surpopulation. Donc, le lien entre la science et la fiction est important par son effet prédictif et anti-prédictif. Ou autoréalisateur. Pardon ? Ou autoréalisateur, c'est-à-dire qu'effectivement... Oui, le côté danger des prédictions est aussi important. Par contre, il y a une chose où je ne partage pas l'avis des précédents orateurs, c'est par rapport à la différence entre l'interne et l'externe. En réalité, ce n'est pas une différence entre l'interne et l'externe qui est important, c'est la différence entre ce qui est socialement accepté et ce qui ne l'est pas.
Donc je vois ici que tout le monde utilise ces sortes de prothèses à effet thermique et à importance culturelle qu'on appelle les vêtements. Tout le monde ici, pourtant la température est suffisante pour ne pas en utiliser. Tout le monde ici l'utilise. Ah, Si j'en par suis contre pas sûre. j'avais je sais pas, des jumelles à la place de mes lunettes, là vous me regardiez d'un air curieux, pas parce que c'est quelque chose pas parce que c'est quelque chose qui est interne, mais parce que c'est quelque chose d'anormal. Et donc, par exemple, en ce qui concerne tout ce qui est intérieur, les greffes, le don de sang, les médicaments, tout ça, c'est quelque chose qui est à l'intérieur du corps. Et il y a un siècle, si on vous avait demandé, enfin, si on avait demandé à nos grands-parents, est-ce que vous considérez comme une bonne chose, est-ce que vous considérez qu'un père de famille doit autoriser un médecin à changer le sang de son enfant pour pouvoir lui permettre de vivre plus longtemps? Il aurait dit, il n'en est pas question, c'est contre nature, etc. Aujourd'hui, si vous posez la même question, ce qui est contre nature, c'est de refuser le sang. Et donc les témoins de Jéhovah, par exemple, qui refusent le don de sang, sont considérés comme contre nature, alors que c'était exactement l'inverse il y a un siècle. Voilà. Voilà. J'ai juste fait une petite parenthèse d'ordre technique. Si on pouvait rajouter peut-être tout à l'heure des chaises là devant, parce que on a quasiment plus de place. Voilà, ça c'est pour tout à l'heure. Bon, en tout cas sur ce sujet, moi je me suis dit qu'est-ce que ça veut dire toute cette histoire autour du corps. Cela m'a amené à me poser la question de la place du corps. Et toujours grâce à vous, vous nous avez rappelé dans votre livre que finalement il n'est pas si loin que ça le temps où le corps et l'âme se battaient en duel. C'est tout récent finalement qu'on ait une telle subjugation du corps. D'ailleurs, vous vous rappelez, je crois que c'était dans le chapitre 1, j'ai vraiment adoré ce passage où vous dites Sénèque, s'adressant à un de ses... Alors, je vais vous laisser le dire, autant écouter la source. Oui, il y a une lettre à Lucilius de Sénèque où il y a un passage tout à fait charmant où il conseille à son correspondant, à Lucilius, de ne pas faire trop d'exercices, pas trop de, nous dirions, de training, de bodybuilding ou de salle de fitness, les Romains connaissaient ça, avec d'autres noms, parce qu'il va augmenter son corps et du coup, son âme aura beaucoup trop de travail, elle va être comme alourdie, entraînée vers le sol. Enfin, vous voyez, plus on accroît les muscles, du point de vue de Sénèque, plus on charge l'âme d'un fardeau inutile. Et parce qu'il y a cette vieille idée philosophique dont nous sommes finalement complètement sortis, que l'homme est défini par son âme et que le corps était une chose que l'on traînait derrière soi, si j'ose dire, ou que l'on subissait, mais que l'on n'avait pas véritablement en charge, comme nous disons, ou à construire. Et ce que a montré, c'est une chercheuse du CNRS, qui est Isabelle Keval, que nous avons aussi interrogée, et qui a fait un très beau livre sur le corps aujourd'hui, c'est qu'il y a, dit-elle, une sorte de complexe médico-sportif qui fait manger, bouger, manger 5 fruits par jour, etc. Vous êtes bombardés tous, et nous les premiers, de séries d'injonctions, de choses à faire, de prescriptions. Donc je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, je ne dis pas qu'il faut vous dire manger gras ou bien laisser tomber, mais nous sommes dans une époque où, bien évidemment, le corps, sa forme, sa sveltesse, sa longévité, sa compétitivité sont des enjeux centraux que nous avons en quelque sorte la responsabilité personnelle de maintenir ou d'améliorer ou de façonner. Et évidemment, comme d'une manière ou d'une autre, sur le long terme, comme dit Keynes, on sera tous morts et que ça rate, évidemment, il y a une culpabilité aussi. Pourquoi je suis malade, pourquoi, etc., c'est que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Bon, ce qui est évidemment aussi une des transformations de notre... Oui, d'ailleurs, je vais juste passer la parole à Monique Catlan. Elle parle, j'ai repéré ce passage, elle parle de la part du médico-sportif comme modèle total. Le médecin est devenu le nouveau moraliste avec ses injonctions de bien-être. Oui, Voilà, oui, Monique c'est Catlan. vrai, c'est vraiment passionnant sa réflexion sur le corps. Il faut vraiment lire ce livre, qui n'a pas encore été assez lu à mon avis. Je trouve aussi. Mais oui. il y a, pour aller encore plus loin et pour revenir toujours et encore à cette histoire de limite, il y a aussi quelque chose d'assez paradoxal dans cette façon de se focaliser sur le corps.
j'ai envie de dire qu'il y a une façon de se focaliser sur le corps pour en finir avec le corps, pour en finir avec les limites du corps, pour s'affranchir des limites de l'usure du corps, de la réparation du corps, du maintien du corps. Et ça va avec une série de tentations démultipliées qui toutes ont ce même point commun, c'est d'en finir par exemple aussi avec l'idée de loterie génétique. Parce qu'effectivement, il y a la part du hasard, il y a la part de la loterie dans l'association des corps, dans la rencontre des corps. Et effectivement, le projet transhumaniste veut, en tout cas se donne comme projet, d'en finir avec tout ce qui fait entrave. Que ce soit le hasard, que ce soit le corps, que ce soit le temps, parce que finalement, si on arrête le temps, si on devient immortel, on arrête aussi le temps. Donc, si vous voulez, tous les paramètres, au fond, qui définissent de façon classique l'humain, même s'ils sont toujours en devenir, sont quand même remis en question totalement par cette tentation d'en finir avec ces limites. Ce n'est pas seulement qu'elles sont brouillées, mais ça qui a le rêve, je ne pense pas qu'on puisse y accéder, d'en finir avec les limites. Voilà, et puis dans cette place qu'occupe le corps aujourd'hui, donc il y a cette injonction médico-sportive. Il y a comme explication également, elle dit, je ne sais plus lequel de vous trois le dit à un moment donné, l'affaiblissement des grandes transcendances des idéologies politiques et religieuses comme cause. Et il y a un troisième volet, moi, qui a retenu beaucoup mon attention, c'est de contextualiser dans quelle société nous sommes aujourd'hui, une société individualiste, hein, vous le soulignez ou elle le souligne, où l'individu finalement va devoir performer, je ne sais pas si le mot existe, au maximum son corps, parce que c'est son corps qui va lui servir de machine de guerre pour construire sa réussite. C'est bien ça. Je résume bien? Ouais. Ce dont vous voilà. parlez, c'est que les histoires de pilules, de tout ce qui est augmentation, ça se passe dans l'entreprise, c'est tous les jours des tas de gens, c'est pas seulement les sportifs. Non, oui. C'est aussi les scientifiques, hein, les médecins et les pharmaciens en premier, aussi pour les étudiants. Il y a quelques études, il y a la fameuse étude que Nature avait fait qui montrait que 20%... Nature avait demandé à ses lecteurs qui a pris des psychostimulants, style Ritaline, et 20% ont dit qu'ils en prenaient ou qu'ils en avaient pris. Puis des études ont été faites. Moi, j'ai des résultats pour les États-Unis, la Hollande et la Belgique, pas pour la France, mais ça doit être à peu près la même chose. Aux États-Unis, c'est jusqu'à 16% des étudiants qui prennent des psychostimulants pour mieux réussir. En Europe, c'est moins, 2 à 3% en Belgique et en Hollande. Mais ça augmente. Hein. On a aussi demandé à des parents qu'est-ce qu'ils feraient s'ils connaissaient un médicament efficace, s'ils le donnaient à leur enfant avant qu'il passe un examen de piano, ça lui permettait de réussir bien. Eh bien, en gros, 48% des parents donneraient le médicament à leurs enfants. Bon, moi, je me souviens quand j'étais étudiant, ma mère me disait, mais prends un peu de ginseng, prends un peu de vitamine B, prends un café ou un verre de schnapps même, des fois, avant l'examen. Maintenant, on a des bêta-bloquants qui, des fois, ont le même effet de désinhiber. Je pense, encore une fois, cette tendance, elle débute pas maintenant. Ce qui se passe maintenant, c'est que probablement, on a une société plus compétitive qui exige plus. On a des concurrences partout, dans le sport, mais pas uniquement. Et on a des substances qui commencent à avoir une certaine efficacité, même si c'est encore controversé. Alors, oui, Alain, tu voulais intervenir? Enfin, c'est effectivement le débat d'Evie sur le sujet que je connais bien, puisque je suis pharmacologue, enfin je l'étais dans une autre vie. Vous posez bien la question, mais je pense que justement, la science aujourd'hui, quand Sartre prenait des amphètes, c'était plutôt à la mode. Et il y avait, sociologiquement, ça se faisait. Quand Baudelaire prenait de la coke, c'était normal dans sa société. Donc, il faut aussi voir le contexte social. Et aujourd'hui, notre société a besoin de garanties. Et même de trop de garanties, c'est peut-être aussi ça la différence. Je reprends l'exemple, sans vouloir faire un cours de pharmaco. Le bêta-bloquant, c'est probablement le moins dangereux des trucs qu'on peut prendre pour un examen, s'il y a 2-3 contre-indications, hein, n'est-ce pas, docteur? Et à part ça, c'est certainement mieux de prendre un bêta-bloquant avant un examen pour être calme et performer au mieux, que de s'écrouler et de perdre ses moyens alors qu'on est relativement intelligent. Donc il faut faire très attention aussi. Je pense qu'au contraire, on est dans un facteur de progrès positif. On fait plus attention aujourd'hui à l'influence des technologies. Et c'est un peu... Moi, j'en reviens parce que je ne suis pas là pour donner mon avis, mais pour poser des questions. Mais là, c'est je suis cool, désolé. hein. Mais moi, je pense que là, dans tout ce que j'entends, et c'est à nouveau le scientifique qui parle, est-ce qu'il n'y a pas une méconnaissance de ce que peut être la science dans la mesure où j'entends des demandes de garantie?
des demandes de certitude, et que je ne connais aucun scientifique, moi, qui vous dit, voilà, cette méthode, cette technologie, ce médicament, et on peut prendre, allez, j'en parle quand même, on peut prendre l'exemple des pilules de 3e génération, qui a jamais, tu m'excuseras, Non, mais c'est d'actualité. qui a jamais dit qu'un médicament n'était pas dangereux? Et que aujourd'hui, donc, la question, c'est est-ce que notre société n'est pas intolérante au risque, intolérante au danger? Ça ne veut pas dire qu'on doit prendre des risques inutiles, mais est-ce qu'une partie des questions qu'on se pose là n'est pas le témoignage d'une nouvelle intolérance au risque et d'une demande de garantie qui dépasse ce que l'homme ou la science ne peut pas donner de garantie? Ah oui, Elle ne mais- peut que donner des probabilités. Moi, j'ajoute une Violent. phrase pour dire que, donc, effectivement, il y a cette intolérance au risque et que ne rien faire est un risque, évidemment. Donc, et ça peut être notamment pour ce qui concerne donc, le refus de développer des moyens pour vivre plus longtemps en bonne santé, c'est de la non-assistance à personnes âgées en danger, tout simplement. Puisque ça veut dire On va continuer avec la salle. Il y a 2 micros à votre disposition. Avant juste de vous passer la parole, je ne résiste pas à l'envie d'inviter à notre table quand même Jean-Michel Beignet. C'est impossible de ne pas le citer, avec les ouvrages aussi qu'il a réalisés là-dessus. Alors, bon, j'ai pas pris forcément la phrase la plus optimiste, hein. Donc, il pose la question, d'où vient cette impatience chez nos contemporains à se transformer au point d'abdiquer la condition humaine, interroge-t-il. Assurément pas de l'optimisme dont nous avons hérité des siècles des Lumières, à une désaffection, mais à une désaffection de l'histoire est substituée, à travers les utopies transhumanistes, une rédemption par les technologies. Voilà, la parole est à vous. Alors je vais m'arroger le privilège de la première Je vais juste- question. Je viens de lire que rien qu'en France, l'augmentation de la pollution est responsable de près de 40 000 morts par an par des maladies pulmonaires et différentes complications liées à la pollution. La pollution atmosphérique est bien pire en Chine, mais on n'a heureusement pas de mesure des conséquences que ça a sur la population. Ce mécanisme d'aggravation de la pollution pourrait s'amplifier sur la planète. Et si demain on disposait d'un moyen qui permettrait à l'humain de se changer dans sa constitution génétique pour mieux résister à une pollution ambiante, c'est-à-dire d'injecter dans son génome quelque chose qui ne soit plus du génome naturel, mais du génome artificiel, qui le rendrait plus résistant à la pollution, serait-ce pour vous acceptable ou non? Et je reviens à la limite que vous avez les uns et les autres abordée sur cette question de la limite. Est-ce que, parce que il y a toujours une bonne fée qui nous dit oui, fais-le pour te défendre. L'indication médicale est toujours présente. Mais quelle est la limite qu'on pourrait se mettre? D'abord, faut-il se mettre une limite? Et est-ce que cette limite ne pourrait-elle pas être le fait d'intervenir sur un caractère qui se transmettrait aux générations suivantes? Alors, qui veut répondre? Oui, Roger-Paul Droit, puis Bernard Berchi, quand vous voulez. En fait, dans votre supposition, je me dis que ce serait un homme réparé contre les dommages de son environnement. Il serait modifié, mais pas véritablement augmenté. Il aurait une résistance à quelque chose qu'il a lui-même, en quelque sorte, produit, puisque nous vivons désormais, en grande partie, les techniques comme des événements naturels qui nous tombent dessus dans leurs conséquences. Je pense, si vous voulez, qu'il y a quand même un certain nombre de conditions dont je ne suis pas a priori sûr qu'elles soient simplement remplies, qu'il y ait sur la mise au point de ce supposé transformation génétique qui nous ferait résister à la pollution, une expérimentation qui se fasse sans dégâts ni souffrance humaine. Il faudrait déjà remplir cette condition. Il faudrait ensuite être véritablement assuré que les effets secondaires indésirables sont inexistants ou maîtrisés. Et que, enfin, ça ne soit bien évidemment pas réservé
à quelques-uns, mais mis à disposition de tous. Parce que si vous avez une humanité à deux vitesses entre ceux qui résistent à la pollution et le plus grand nombre qui meurent rapidement, et je crois que ces trois conditions d'expérimentation, d'innocuité et de mise à disposition ne sont pas simples, ni même probablement possibles à remplir dans l'état présent de l'histoire et de la société. Voilà. Si cela était, je crois que je n'aurais pas d'autres objections. Voilà. Je voudrais juste préciser à Yolande Hague, ma présidente préférée, qu'il y a de la place là devant. Je te fais une signe depuis un moment, tout le monde me voit. Voilà, il y a de la place si vous voulez tous venir. Il y a une première question voilà. ici. Oui, Roland Hatzenberger, journaliste indépendant dans le domaine de la santé. Je voudrais continuer sur cette idée-là et répondre un peu à Roger Paul Droit, parce qu'il me semble qu'il a oublié un élément très important, c'est la nature, que Michel Serres a réintroduit, et les écologistes, et que c'est vraiment, il y a le contrat entre l'homme et la nature qui demande à être repensé et qui demande à être fait. Parce qu'on peut imaginer qu'un homme complètement résistant à toute pollution, quel monde ce sera demain? On sera dans un monde hyper bétonné où il n'y a plus un seul arbre, une seule herbe, une machine, un robot, et quoi qu'il soit intelligent, mais je crois qu'on pourrait tuer tous les prophètes, on n'en aurait plus, et tous les poètes, on n'en aurait plus besoin. Alors, on va vous répondre, mais avant ça, il y avait déjà Bernard Bertschy qui s'apprêtait à prendre la parole. Donc, on va vous écouter, Bernard. Oui, juste pour répondre donc à Israël Nizan, le scénario qu'il vient de nous proposer existe déjà, pas avec la pollution, mais dans le domaine du travail. Il y a des individus qui ont des gènes de susceptibilité à certaines substances, chimiques par exemple, qui sont utilisées dans certains métiers, et la question est de savoir, est-ce qu'il vaut mieux assainir l'usine ou ne pas engager les gens qui ont ce gène de susceptibilité. Alors là, on ne peut pas engager les humains ou pas les humains, ils sont là ou ils ne sont pas là, mais je pense que si on a un problème de pollution et qu'on peut le régler soit en diminuant la pollution, soit en changeant l'être humain, moi, j'ai a priori pas de préférence. Il faut voir quelle est la meilleure manière de résoudre le problème, et qu'on l'appelle un problème médical ou non médical n'a strictement aucune importance. C'est une importance pour le médecin parce que c'est lui qui devra intervenir ou pas. Mais pour le citoyen que je suis, il est important d'arriver à résoudre le problème de santé causé par la pollution par tous les moyens dont nous disposons. Alors on pourra se dire que peut-être ce sera des moyens très chers qui ne seront pas à la portée de tout le monde, sans doute, mais les lunettes, ça a été comme ça au début. Si on avait interdit les lunettes parce que seuls les riches pouvaient s'en acheter, bien, une bonne partie de la population maintenant, et moi le premier, serions fort ennuyés. Donc il faut laisser aussi le temps de démocratiser les solutions médicales que l'on peut mettre sur le marché. Didier Kernel. Donc, ma réponse à la première question est oui, ça ne vous surprendrait pas, mais je préférerais encore, et ça c'est par rapport à la deuxième question, que la priorité soit donnée sur l'amélioration de l'environnement pour les raisons qui ont été données. Moi, je suis membre d'organisations s'occupant politiquement d'environnement depuis plus de 20 ans. Ce que je voudrais dire, c'est n'omettons pas les dangers des technologies actuelles. Quelle est aujourd'hui la première source de mortalité et de loin concernant l'atmosphère? Ça n'est pas comme on pense la pollution en Chine, etc. C'est le bon vieux feu de bois qui est encore utilisé par des milliards de personnes dans les pays pauvres et qui crée une surmortalité extrêmement importante. Donc si on lit les chiffres de l'OCDE, ils annoncent pour 2050 que la première source de mortalité atmosphérique, environnementale plutôt, sera la mortalité due à la pollution atmosphérique, mais pour le moment, et dans les grandes villes, etc., mais pour le moment, la première source de mortalité, c'est le feu de bois, et en cela, la maîtrise de nouvelles sources de chaleur est un progrès, que ce soit tout ce qui est utilisation du solaire, mais aussi même tout simplement encore l'utilisation des moyens techniques actuels. Donc ne pas oublier ça, on est ici dans un environnement agréable, il y a encore des milliards de gens qui se chauffent ou qui cuisent leurs aliments au entre guillemets bon vieux feu de bois, qui est beaucoup plus efficace pour tuer, pour donner le cancer du poumon que les moyens qu'on utilise actuellement. Une autre prise de parole, un éclairage dans la salle, un point de vue.
une question. Oui, monsieur. Atlan, j'ai 2 questions si vous voulez bien. La première est celle-ci, à savoir de quel membre et de quel organe, pour parler concrètement si vous voulez bien en ce qui vous concerne, peut-on augmenter aujourd'hui l'espèce humaine? Et la deuxième question est à quel risque peut-on se trouver exposé dans le futur si une nation pouvait augmenter ses ressortissants, ses citoyens, plus qu'une autre? Merci. Et voilà. Vos réponses. L'idée s'il y aurait une concurrence entre nations, l'histoire nous l'apprend, les peuples qui possédaient le fer ont vaincu ceux qui ne possédaient que le cuivre ou que le bronze parce qu'ils avaient des armes plus efficaces. Il est clair qu'en théorie, ça pourrait faire des effets. Maintenant, bon, on est dans une société suffisamment mondialisée pour probablement que les recettes du passé ne fonctionnent plus de la même façon. Mais je suis très mauvais en prophétie par rapport à cela. Une autre réponse, oui, Alexandre Morand, s'il vous plaît. Oui, je crois que lorsqu'on parle d'augmenter des facultés humaines ou d'adopter une nouvelle technologie, je pense qu'il ne faut pas oublier que si on décrit cette augmentation comme une nouveauté technologique qui se substituerait à l'état de nature, ça n'est en général pas le cas. C'est une technologie nouvelle qui se substitue à une technologie ancienne. On peut dire que lorsque la République de Genève au XVIe siècle a été probablement la première à instituer l'instruction obligatoire, c'était une expérience massive de manipulation du cerveau d'une communauté humaine et qui a résulté dans un certain progrès. Mais ça n'est pas... Il y a tout ce pathos, je veux dire, autour de l'idée qu'une nouvelle technologie aujourd'hui serait nécessairement transgressive, serait une nouveauté absolument qui relève de l'inouï. Mais en fait, il y a peu de choses de ce type-là qui arrivent, et il y a même peu de choses que nous sommes capables d'anticiper. Car je crois que ce qui doit aussi nous limiter dans notre frayeur, mais peut-être aussi dans nos optimismes excessifs, c'est de se rappeler que le progrès technologique, nous sommes très mauvais pour l'anticiper et pour le prévoir. Et nous ne sommes pas meilleurs maintenant qu'il y a 50 ou 100 ans. Alain Barrett. Juste, je voudrais dire à la table, je pense que je voudrais reprendre la question de M. Atlan parce que je n'ai pas forcément entendu toutes les réponses. Donc je voudrais relancer sa question en la rephrasant peut-être. Est-ce qu'il y a des augmentations, soit du point de vue organes, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des organes sur lesquels il faut être plus prudent que d'autres, ou éventuellement du point de vue de la fonction et l'organe, vous savez que c'est relié, sur lequel le philosophe, voire le médecin, pourrait dire attention là, risque de transgression plus importante, soit conceptuelle, soit authentiquement fonctionnelle. Est-ce qu'on peut quand même aller un peu plus loin dans la réponse? C'est certain que c'est le cerveau, tout simplement. C'est là que la transgression est la plus intense. Maintenant, ce que je veux dire aussi, c'est attention, pour le moment, pour tout ce qui est produits, médicaments, améliorations, etc., il n'y a encore rien qui... Enfin, attention, ou peut-être, ou rassurez-vous, pour le moment, il n'y a encore rien qui fonctionne. Le produit qui est le plus efficace et donc non contesté pour ce qui concerne l'amélioration de l'intelligence, c'est le café. Ce n'est pas vraiment une invention récente. Le produit qui est le plus efficace pour vivre plus longtemps en bonne santé, c'est probablement la restriction calorique, donc manger beaucoup moins, ça a été expérimenté depuis longtemps, et encore là-dessus, on n'est pas sûr. Le produit le plus efficace pour vivre beaucoup moins longtemps, c'est fumer. Ça, c'est aussi assez fort utilisé. Mais donc, pour le moment, encore rien d'extrêmement original. Et pour améliorer, il n'y a pas un organe qu'on peut déjà améliorer vraiment plus que les meilleurs êtres humains. Donc, il y a eu le fameux exemple de Pistorius, l'athlète sud-africain, et il a été sélectionné pour les Jeux Olympiques, mais il n'a pas gagné. Donc, Roger Paul Droit. Je pense que si tout se regroupe autour d'un organe, c'est évidemment la question du cerveau qui devient centrale. Mais est-ce que le cerveau est à proprement parler un organe ou simplement un organe? Ça, c'est une vraie question. Ce que je voudrais simplement souligner d'un mot, en prenant peut-être un tout petit peu de retrait ou de recul par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est qu'il y a dans tout cela l'idée que nous sommes des machines, que l'être humain, son corps, son organisme fonctionne comme
une machine et qu'on va pouvoir augmenter les performances de la machine, la rendre plus fluide ou plus économe ou plus durable ou un meilleur rendement énergétique, etc. Et il me semble que quand on regarde comment tout cela s'est mis en place, il y a le fait qu'on s'est d'abord servi des techniques qu'on avait sous la main pour expliquer le fonctionnement du corps, c'est-à-dire on servait de ces comparaisons de manière seulement pédagogique. On disait au XVIIe siècle ou encore au XVIIIe, les poumons sont comme des soufflets, le cœur est comme une pompe, les nerfs sont comme des cordes, etc. Et je crois qu'à partir du moment où on a glissé vers l'idée des automates, puis des machines autonomes, intelligentes, on a commencé à dire non plus le cerveau est comme un ordinateur, mais le cerveau est un ordinateur et on a oublié la dimension, si vous voulez, de comparaison pour prendre en quelque sorte le modèle pour la chose, ou en tout cas l'explication par la machine pour le réel. Et c'est cela qui conduit finalement à cette idée que, en voulant humaniser la machine, rendre les ordinateurs pensants ou intelligents, qui a été un des grands programmes de l'intelligence artificielle des années 1960-70 aux États-Unis, eh bien en fait, il y a derrière le fait qu'on a déjà mécanisé le modèle de l'humain, qu'on a pensé l'humain sur le modèle de la machine, et lorsque on veut finalement mettre aujourd'hui notre conscience dans un disque dur ou faire fusionner homme et machine, qui est un programme de fiction, mais aussi en partie de science, on oublie qu'il y a cette métaphore oubliée, et on oublie aussi qu'il y a bien d'autres modèles du cerveau, émotifs, je pense à Damasio ou à Jean-Didier Vincent, un cerveau affectif, émotif, lié au corps, qui n'est pas du tout un ordinateur, qui n'est pas simplement computationnel et qui bien évidemment fait des calculs, mais est aussi une pièce de chair, si j'ose dire, et entièrement incarnée dans notre corps. Monique Atlan. Ah oui, par contre, il y a effectivement quelque chose d'inédit. C'est cette possibilité aussi finalement facile et ouverte aujourd'hui, au fond, d'intervenir d'une certaine façon sur le vivant. Moi, j'ai été très frappée par ce phénomène de ce qu'on appelle les biohackers. C'est-à-dire tous ces jeunes étudiants qui, chaque année ou chaque 2 ans, je crois, concourent dans un grand concours international organisé aux États-Unis. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit simplement d'aller sur Internet, d'acheter pour très peu cher des séquences d'ADN et de s'amuser à recomposer en prélevant un ADN d'un organisme, en le plaçant dans un autre organisme, au fond de provoquer des associations inédites, non prévisibles, et c'est ce qu'on appelle dorénavant, en fait, c'est une sorte d'attitude qui est ce qu'on appelle en anglais le bottom-up, c'est-à-dire d'attendre l'idée de la surprise de ce que cela va générer. Alors évidemment que cela peut générer des choses tout à fait folles, tout à fait magnifiques, tout à fait passionnantes, de transformer la couleur des fleurs, des poissons, de faire beaucoup de choses, ou bien d'assainir des fleuves. Joël de René, dans son livre avec Fabrice Papillon, justement, cite tout cela, mais il y a aussi la possibilité de créer des choses là tout à fait folles et tout à fait menaçantes, c'est-à-dire des virus dont on n'aurait plus la possibilité de se protéger. Donc, il y a quand même quelque chose d'un peu inédit, c'est cette facilité-là. Avant, dans ce concours, quand il a commencé, il y avait 100 jeunes étudiants qui s'amusaient à concourir, maintenant ils sont 2000. Donc il y a là quelque chose d'inédit plutôt dans l'attitude mentale et dans la façon d'envisager comment peut se faire la science. Une autre prise de parole, monsieur, oui. Voilà, merci. Bonjour, je suis étudiant en école d'infirmier. Et quand je vous entends, je me pose la question en fait de comment on va redéfinir en fait la vulnérabilité et le handicap aussi, par rapport à toutes ces augmentations, par rapport à justement ces
Vous voulez dire quelle est sa place, ou quelle sera sa place, ou quelle Quelle serait sera sa place et comment on Voilà. le définira? Alors, ce sera qui le handicapé? Ce sera celui qui est dans la norme ou celui qui sera à la marge s'il n'est pas augmenté, en fait? Et puis quelle norme? Ouais, voilà. Alors, qui veut répondre? Peut-être vous-même, Didier Cornel. Oui, donc aujourd'hui, demain, hier, 100 000 personnes sont mortes de maladies liées au vieillissement. Donc aujourd'hui, comme chaque jour, on a gagné plus ou moins 6 heures d'espérance de vie, dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud d'ailleurs. Et donc la norme se déplace petit à petit. Moi, mon rêve, mais c'est une utopie certainement pour les 20, 30, 40 ans, c'est qu'un jour, les personnes handicapées, ce seront celles qui feront le choix de continuer à vieillir. Donc, mais ça, évidemment, ce sera quelque chose de disruptif. Mais comme l'a dit un de mes voisins tout à l'heure, c'est finalement pas tellement plus disruptif parce que personne n'aura 150 ans demain et parce que les ruptures avec l'accès à Internet dont je parlais tout à l'heure sont quand même plus importantes. Donc voilà, pour moi, le rêve à très long terme, c'est celui-là. Et à court ou moyen terme, bien, un enjeu, c'est d'éviter que ce soit que les personnes les plus handicapées, ce soient les plus pauvres, ou en tout cas de limiter ça, parce que ne rêvons pas pour le court terme. Et pour limiter cela, un enjeu, et aussi pour limiter les risques, et pour limiter que les progrès se fassent dans les hangars, un des enjeux très importants, c'est que la recherche scientifique, particulièrement dans notre vieille Europe, donc la recherche scientifique financée par les pouvoirs publics, soit plus importante, particulièrement pour ce qui permet une vie en bonne santé beaucoup plus longue. Alors, avant de vous redonner la parole, nous avons aussi on va vous redonner la parole, monsieur. Il y a juste monsieur Moron qui aimerait intervenir, mais aussi Bernard Berthier et aussi Roger-Paul Droit. Et puis, on recommencera avec vous. D'accord? Merci. Oui, je reviens à la question que vous posiez sur le statut du handicap et de la normalité par rapport aux professions soignantes. Je crois qu'il y a une différence qui est assez importante à faire, c'est au fond la réflexion sur ce qu'est la norme de santé vue du point de vue de Sirius, si je puis dire, vue à distance. Et là, on est effectivement obligé de considérer que la norme est une chose qui n'est pas donnée une fois pour toutes et qu'elle va évoluer. Et puis, il y a la question de la norme et du handicap, mais aussi de la maladie, telle qu'elle nous interpelle dans l'instant, dans une profession soignante. Et là, finalement, les choses sont quand même plus simples. C'est-à-dire que le handicap qui est porteur de souffrance et qui est aussi porteur d'une demande de soins, eh bien, il réclame une réponse appropriée à cette demande. Je crois qu'il ne faut pas non plus imaginer que les grands problèmes dont on discute dans un cadre comme celui-ci doivent nécessairement changer notre réalité au quotidien et le sens qu'on donne à nos activités, en particulier dans le domaine de la santé. Merci. Oui, Bernard Berthier. Ce que je voulais simplement ajouter, c'est que, en tout cas dans le domaine pharmacologique, ce sont les mêmes substances qui sont utilisées comme améliorants qu'on utilise aussi comme médicaments. L'exemple typique, c'est la ritaline, qui est utilisée pour les enfants, pour le syndrome d'hyperactivité, et qui est aussi utilisée par certaines personnes pour essayer d'améliorer leur capacité. Une autre substance, c'est l'ocytocine, qui peut être utilisée pour améliorer la bienveillance, enfin, c'est encore un peu discuté, mais en tout cas, qui augmente, semble-t-il, qui augmente la sensibilité à la souffrance d'autrui, mais qui en même temps est utilisée dans des recherches sur l'autisme pour essayer de recoudre le lien entre le réel et l'autisme. Donc, enfin, ce qui est un améliorant pour l'être humain, c'est aussi souvent une substance qui va permettre de pallier un handicap, ou du moins on peut aller dans les deux. Enfin, les deux indications peuvent aller dans la même direction. Quel est ce bruit, s'il vous plaît? Est-ce que tout va bien? D'accord, merci. Ok, donc il y a monsieur et puis quelqu'un d'autre aussi sur votre... Oui, madame derrière. Bien. Donc oui. Jean-Pierre Kinsinger, chercheur CNRS en chimie retraité, qui a une grosse question par rapport aux molécules, notamment sur l'effet placebo, donc des effets sans molécules, ou autre chose encore qui est très étonnant, c'est l'hypnose pour combattre la douleur opératoire. Comment est-ce que ça relève de l'homme augmenté? Est-ce qu'on sait mieux faire? Parce que c'est tout à fait magique. Réponse d'Alain Beretz. Je ne peux pas faire trop long là-dessus, mais Jean-Pierre, en fait, l'effet placebo, c'est l'effet
de l'environnement par rapport à l'effet intrinsèque de ce que tu vas donner. Pour ne pas parler des molécules, parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais les augmentations valent par leur valeur technologique intrinsèque, mais aussi par leur environnement psychologique, sociologique, voire politique. Et donc je pense qu'on peut répondre, moi j'aurais tendance, mais peut-être les spécialistes autour de moi répondront de manière plus précise, l'effet placebo, je pense qu'il y en a dans les processus d'augmentation aussi. Et je rappelle qu'il y a deux effets. Alors juste là aussi, pour provoquer l'effet placebo, je plairais. Donc c'est un effet positif. C'est-à-dire ça va être plus efficace parce que le technologue qui installe le dispositif d'amélioration l'amène dans un contexte positif. Alors que ça fait mal, que c'est... Voilà, mais ça améliore la fonction. Mais il y a aussi un effet nocebo, très connu dans les expérimentations médicamenteuses. Vous donnez à quelqu'un du sucre et vous lui dites que ça va lui faire mal à la tête, ça va lui faire mal à la tête, en gros. Je caricature. Et donc, il peut aussi y avoir, quand on entend ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est-à-dire la notion de progrès ou bénéfique ou négatif, suivant ce que la société va tisser autour de cette intervention, un effet nocebo sur l'amélioration. Donc, je pense que ça peut être intéressant d'entendre ce que les plus grands spécialistes en diraient. Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole à la tribune sur ce sujet? Moi, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je me passionne pour le sujet. Donc, effectivement, j'allais dire placebo, nocebo, très important. Au début du XXe siècle, il y avait un chercheur, dont j'ai oublié le nom, mais qui pensait que greffer des testicules de singe avait pour effet d'augmenter l'espérance de vie. Et il a fallu plusieurs années avant qu'on se rende compte que cela ne fonctionnait pas. Et maintenant, on est à peu près sûr que ça ne fonctionne pas. Mais c'est vous dire combien l'importance de l'effet placebo est extraordinaire. Et l'importance aussi donc, de l'effet nocebo est extraordinaire. Donc ça veut dire que la personne qui pense que l'homéopathie, par exemple, est quelque chose de bon, non seulement va se sentir mieux lorsqu'elle prendra un médicament homéopathique, mais va se sentir moins bien lorsque son médecin lui dira non, 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 ça ne sert à rien, il faut prendre un médicament autre. Donc très important. Et ma réponse à tout cela, c'est double aveugle. Donc double aveugle, cela signifie que tous les tests qui doivent être effectués sur des produits doivent être, bon, ça n'est pas toujours possible, mais pour presque tous les médicaments, presque toutes les substances, c'est possible, doivent être effectués avec 2 ou plusieurs groupes et dans lesquels tant les personnes qui reçoivent le produit que les personnes qui donnent le produit ignorent si c'est le produit qui est supposé efficace ou bien si c'est le produit qui est testé. Sinon, on n'y arrive jamais. Et donc l'effet placebo est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire et fascinant. Et un des avantages, moi, donc, dans le livre que je viens d'écrire, je me prononce en faveur de cela, qu'il y ait des tests qui soient faits à relativement grande échelle avec des groupes de personnes. Un des avantages étant que de toute façon, s'il y a des groupes dans lesquels il y a, disons, une partie qui reçoit des médicaments qui sont sans effet, peu importe, parce que l'effet placebo fera que quand on leur a dit vous avez 2 chances sur 3 d'avoir un produit efficace, ça augmentera de toute façon leur espérance de vie. On va donner la parole à madame, et puisque vous avez parlé d'un livre, dites-nous au moins le titre. On fait la pub jusqu'au bout. Donc voilà, la minute de publicité, c'est on arrêtait de vieillir. Donc réalité, enjeux et perspectives d'une vie en bonne santé beaucoup plus longue, FIP. Donc les éditions FIP qui est un éditeur français qui est spécialisé dans les progressions technologiques. Merci. Madame? Bonjour. Oui, je m'appelle Eva Carpigo et je suis une étudiante en anthropologie sociale et culturelle à l'Université de Strasbourg. Et moi, je voudrais poser un doute sur les enjeux sociaux des pratiques d'augmentation, surtout dans les champs de la santé. Donc, vous avez parlé de démocratisation des techniques, c'est-à-dire vous posez la question si ces techniques, à partir du moment où il vient légaliser et intégrer dans les pratiques de santé quotidiennes normales de la société française, supposons, il se pose le doute, est-ce qu'ils seront disponibles pour tout le monde
Et donc, la problématique de la démocratisation de l'accès à ces techniques. Mais moi, je voudrais poser une question, surtout par rapport à l'individualisme de ces types de pratiques. Quand on pense à améliorer la santé, quand on pense à l'individu qui se trouve face à vouloir et pouvoir améliorer sa santé et son aspect physique, comme on le voit avec la chirurgie esthétique, on pense à un individu qui est de toute façon est un peu renfermé dans des logiques individualistes. Donc je m'améliore, et je me soigne, je m'améliore. Donc l'objectif est une concentration sur soi-même. Mais on sait que dans ces discours, on oublie la dimension sociale. Et donc, est-ce que ce type de pratique nous révèle un type de société qui est individualiste et que ça sera de plus en plus individualiste, concentré sur l'amélioration de l'individu. Et mais pourquoi on parle... Quelle est votre question? Si, désolé. Pourquoi on ne parle pas Non, de mais démocratie? on comprend très bien, vous avez des difficultés à trouver vos mots. Ben, Oui. Prenez votre temps, dites-nous ce que vous avez à dire. Désolée. Voilà. Je conclue. Je voulais dire que pourquoi pour démocratisation et pour éthique ne sera pas la question de l'acceptation des défauts et des limites de tout le monde comme de l'humain, mais on voit, on renverse le discours et on parle de démocratisation des techniques et pourquoi on ne se pose pas la question de récupérer l'empathie, la solidarité, cette dimension de l'humain qui est dans l'acceptation des défauts et des limites. C'est une vraie question, hein. Monique Atlan. Non, je vais essayer de répondre de façon très condensée. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, je crois que ce n'est pas ou l'un ou l'autre, mais je crois que c'est effectivement, il y a de fortes tensions. Il y a un jeu de tension entre ce désir d'augmentation, du sans limite, de s'affranchir de toutes les limites, et une prise de conscience, en fait, parallèlement, de plus en plus grande, des limites réelles, des limites au niveau de la nature, de la rareté des ressources, d'un destin commun, si vous voulez. Donc je ne crois pas que ce soit une sorte d'alternative dont un seul des éléments peut l'emporter. Je crois qu'en même temps, on voit se développer aussi des expériences de solidarité, de liens sociaux qui se développent au niveau, effectivement, qui soient virtuels à travers Internet ou à travers les réseaux sociaux, mais ça existe aussi. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire c'est ou ça ou ça. C'est plutôt un jeu de tensions permanentes qui sont à travailler en même temps. Merci pour cette Alors, réponse. Didier donc moi je vais Kernel vous dire aussi. clairement, si demain j'apprends que j'ai un cancer, j'irai voir un médecin et j'essaierai de vivre plus longtemps en bonne santé. Mais là, pour l'instant, à 50 ans, je suis en bonne santé. Mon espérance de vie statistique est d'environ 30 ans. Mais c'est exactement quand je vois des personnes super âgées marcher péniblement dans ma municipalité multiculturelle Molenbeek et dont je sais que d'ici 2 ou 3 ans, elles seront décédées des suites de leur maladie et d'une dégradation progressive. C'est lorsque je pense à deux de mes parents et beaux-parents qui sont petit à petit en train de se dégrader par la maladie d'Alzheimer. Pour moi, c'est une question fondamentale de leur permettre de vivre plus longtemps en bonne santé. Malheureusement pour eux, c'est probablement trop tard, mais pour ce qui concerne les gens d'ici 10 ou 15 ans, il y a quelque chose à faire. Et moi, ça fait 30 ans que je suis actif politiquement et mon objectif numéro 1 a toujours été diminuer les inégalités dans de très nombreux domaines. Je ne suis pas là aujourd'hui pour parler de cela, mais l'inégalité entre ceux qui vont mourir dans un avenir proche de vieillesse et les autres, et ces inégalités étant particulièrement marquées notamment par ce qui concerne les inégalités sociales, vous le savez probablement, donc il y a une différence entre 20 ou 30 ans d'espérance de vie entre le médecin et l'ouvrier en France. Il y a une différence qui peut atteindre jusqu'à 40 à 50 ans entre l'espérance de vie en Afrique et ici.
Pour moi, ça n'est pas l'un ou l'autre, c'est lutter contre les inégalités. Et aujourd'hui, l'inégalité la plus importante, c'est l'inégalité entre ceux qui vont mourir de vieillesse dans un avenir proche et les autres. Voilà. Je voudrais juste signaler à tous ceux qui arrivent qu'il y a encore des places ici et que nous allons rajouter des chaises. Il y a une demande de parole depuis un moment à droite. Oui, bonjour, Serge Barthes. Moi, je Merci. suis venu parce que ma compagne, elle est tétraplégique. Et gardez s'il vous plaît bien le micro près de la bouche. Oui. Merci beaucoup. Donc moi, je suis venu ici à ce débat parce que ma compagne est tétraplégique. Et donc, je pensais à M. Marc Béger, là à côté. Donc, on parlait beaucoup, lors de ces débats, d'hommes augmentés. Il y avait aussi l'homme réparé. Et finalement, quand je vous écoutais sur le terme augmenté, j'avais l'impression qu'on associait l'idée de pouvoir ou de supériorité. Oui. Est-ce que c'est la sensation que j'ai? Est-ce que c'est bien ça? Ou est-ce que c'est... Quelle est la définition que vous donnez au terme augmenté? Voilà ma question. Excellente question. Alors, qui commence par répondre? Bernard Berti. Bon ben, écoutez, on parle d'améliorer aussi, parce qu'il faut dire que le terme anglais enhancement, il est difficile à traduire. Donc il s'agit de faire mieux ce qu'on fait déjà. C'est ça, à mon avis, le concept de base. Donc à partir de là, ça peut être une simple performance, réussir mieux un examen, ça peut être améliorer une capacité, ça peut être améliorer son humeur, ça peut porter sur énormément de choses, mais la plupart des contextes dans lesquels actuellement la question se pose, ce sont des gens, dans le fond, qui cherchent à mieux réaliser des tâches qu'ils réalisent déjà et qui utilisent souvent des médicaments ou autre chose pour y arriver. Ça, c'est un usage, je dirais, quotidien et qui est dû aussi à la pression concurrentielle du travail. Quand il n'y a pas de pression concurrentielle, il y a, sauf pour les perfectionnistes qui ont un idéal du moi un petit peu démesuré peut-être, il y a assez peu de demandes qui va dans ce côté-là. Donc, c'est souvent des choses très terre-à-terre. C'est pas d'abord une vision transhumaniste de transgresser ou d'aller au-delà des limites de la nature humaine et de dire, comme Aubrey de Grey, que l'homme qui vivra 1000 ans existe déjà, étant donné les futurs... il a 60 ans, je vous signale, donc étant donné les progrès futurs de la médecine, c'est simplement donc, mieux faire ce que l'on fait déjà. Et, au lieu d'utiliser généralement, on peut utiliser des méthodes d'amélioration naturelle, comme l'entraînement physique ou l'entraînement de la mémoire, l'usage de courts-circuits qui permettent d'aller plus vite, plus efficacement. Monique Atlan. Peut-être de diminuer les inconvénients de la fragilité humaine. Ah, pardon. S'il vous plaît, on a besoin de son. Oui, je Merci. disais juste que peut-être on pourrait aussi le dire comme ça, il s'agirait de diminuer, de réduire les inconvénients de la fragilité humaine avec ses risques, avec ses hauts, avec ses bas, et de trouver une sorte de point un peu maintenu, un peu stable, où on aurait toutes les possibilités, toutes les capacités humaines qui pourraient être mises en œuvre. Et je crois qu'il y a plutôt l'idée d'en finir avec quelque chose plutôt que d'augmenter quelque chose. Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre aussi la parole à la tribune? Il y a une demande de parole toujours à droite et il y en a deux au fond de la salle. Ensuite, vous, monsieur, ils étaient là avant vous. Merci beaucoup. Oui? Oui, Bernard Spies, je suis professeur à l'UDS. Et ma question est la suivante. J'ai eu l'impression à un moment donné qu'on évacuait le post-humain en disant que le gap, le fossé entre la manière dont on l'imagine et la réalité d'aujourd'hui dans nos laboratoires était immense. Et donc on ne voyait pas comment on allait aboutir à ce post-humain de demain. J'ai l'impression qu'à l'échelle de l'humanité, ce gap est beaucoup plus ténu que cela. Et ma question est de savoir, pensez-vous que nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants verront le post-humain? Et dans le même ordre d'idées, bien sûr, cela dépend des progrès de la science, et notamment de la technoscience. Et à un moment donné, on imagine, en tout cas, il y a déjà une université qui l'imagine très bien, qu'il y aura un point singulier, un moment où, justement, ces progrès vont nous échapper. La science ira plus vite que nous ne pourrons maîtriser nous-mêmes son évolution. Alors que pensez-vous? Qui verra le post-humain? Et peut-être un mot sur la singularité. Vraiment, question très difficile. Allez-y, Roger-Paul Droit, je vous en prie. Alors, je pense tout simplement qu'on entre essentiellement là dans des questions de croyances qui peuvent être plus ou moins rationnelles ou rationalisées, parce que, il me semble, mais là je ne peux parler évidemment que
en mon nom propre, que cette idée même de post-humain est une fiction qui naît de l'extrapolation des techniques. Or, il me semble que nos enfants, petits-enfants et même nos arrière-petits-enfants vivront bien évidemment dans un monde technique différent du nôtre. Celui de nos grands-parents ne comportait ni congélation d'embryons, ni possibilité de transfert d'ovocytes, ni téléphone portable et ordinateur, mais je suis convaincu, pour ma part, que mes arrière-petits-enfants, s'ils existent, continueront à être malades, vieillir, mourir, être amoureux ou désespérés, et finalement, dans un monde qui sera probablement non imaginable par nous aujourd'hui, à continuer à mener une existence avec les paramètres humains qui sont ceux de la finitude des humains. C'est-à-dire qu'il me semble que le post-humain est une figure de la science-fiction, y compris avec tout ce qu'elle peut avoir de bien informé et de digne. Ce n'est pas dévalorisant de ma part de dire cela, mais je n'y crois pas dans le réel. Voilà. Monique Atlan. Et puis, je crois que quand vous posez la question, vous dites est-ce que nos petits-enfants ou arrière-petits-enfants verront le post-humain? Moi, je pourrais reformuler la question plutôt comme ça. Est-ce qu'ils voudront du post-humain? Parce que finalement, vous faites comme si nous serions passifs complètement devant tout ce film qui se déroulerait devant nous et on n'aurait qu'à l'assumer, l'endosser. Mais au fond, si vous êtes là ici aujourd'hui, c'est bien parce que vous vous posez des questions et que nous avons tous à intervenir dans ces débats, dans les choix qui sont finalement, au bout de tout ça, éminemment politiques, de décider si nous voulons ou pas de certaines techniques qui nous sont proposées, si elles sont acceptables ou pas. Il y a eu tout le débat sur le clonage reproductif humain qui a été finalement refusé au niveau de la communauté internationale. Donc on n'est pas seulement passif devant le film qui se déroule. Je crois qu'on peut intervenir. Donc si les arrière-petits-enfants rêvent du post-humain, sont fascinés par le post-humain et mettent toute leur énergie dans la production du post-humain, eh ben, il est probable qu'on le verra advenir. Mais il y a aussi 1000 possibilités d'y penser, de refuser, de discuter, de réfléchir à tout cela et de ne pas forcément accepter l'ensemble de ce système. Alors Didier Kernel, ensuite on revient sur le rang de gauche avec les deux prises de parole au fond, puis vous monsieur, et puis on reviendra encore à droite. Je dis ça pour vous dire que je vous vois, pas de problème. Et tout le monde aura la parole. Hein? Merci. David Latapi, un des membres du conseil d'administration de notre association, a une phrase que j'aime bien, c'est « on n'arrête pas le progrès, mais on peut le canaliser ». Donc effectivement, comme ça a été dit, on peut quand même choisir un certain nombre de choses, ou en tout cas on a une participation. Maintenant, par souci d'être complet, il faudrait dire quelques mots à propos du concept de singularité, parce que sinon ça n'est pas clair pour une partie de l'audience. Le concept de singularité, c'est l'idée qu'à un moment, l'accélération des progrès technologiques va avoir pour conséquence que l'intelligence artificielle va se développer à un niveau de rapidité qui est totalement sans équivalent dans l'histoire antérieure de l'humanité, et qu'à ce moment-là, l'être humain va être dépassé par des intelligences supérieures à nous-mêmes. Et donc ça, c'est... Parce que sinon, le post-humain, nous sommes des post-humains au regard des humains de la grande majorité de l'histoire de l'humanité, donc jusqu'à l'invention de l'écriture. Mais la question de savoir si un jour il y aura un développement de l'intelligence artificielle, elle est en dehors du débat d'aujourd'hui. Et personnellement, moi, si je pouvais, entre guillemets, appuyer sur un bouton, je serais plutôt pour le bouton arrêt pour le moment, mais ça fait partie des domaines extrêmement complexes dans lesquels on ne sait pas quel sera le développement des connaissances. Voilà, encore Roger Paul Droit, puis promis juré, on vous donne la parole. Allez. Oui, très vite, sur la question de la singularité, c'est évidemment à entendre au sens mathématique du terme, c'est-à-dire c'est ce point d'inflexion où des variables passent à l'infini, et c'est notamment Ray Kurzweil qui a utilisé ce terme, qui a fondé une université de la singularité, qui a publié un livre intitulé « Singularity is near »
dans les années, il y a une quinzaine d'années. Et l'idée, si vous voulez, son idée, c'est qu'en 2032, ou 35, ou 40 au plus tard, les machines interconnectées deviennent plus intelligentes que l'humanité et finalement, non pas prennent le pouvoir, mais au contraire, permettent à l'humanité une phase nouvelle. Or là, il me semble, ça n'est qu'une interprétation personnelle, je le reconnais, mais il me semble qu'il y a la reprise dans l'univers technologique de vieux mythes eschatologiques. C'est le salut ou le changement de monde mis dans l'univers computationnel et informatique, avec probablement aussi beaucoup de confusion dans la mesure où la loi de Moore, qui lui sert à penser cette extrapolation, fonctionne comme un effet technique, mais ce n'est pas une loi de la nature du tout. Mais ça, ce serait un autre... Allez, c'est à vous. Merci d'avoir patienté. Bonjour, donc Nicolas Hubert, étudiant en pharmacie. Donc ma question était surtout par rapport au monsieur qui représente le transhumanisme. Désolé, j'ai oublié votre nom. Gardez bien le micro près de la bouche, désolé. comme ça on vous entend. Il n'y a pas de problème. En fait, donc il parlait du fait qu'effectivement cette technologie pourrait sans doute être réservée aux privilégiés, mais très rapidement être banalisée avec la baisse des coûts, ce qu'on voit généralement pour tous les produits technologiques. Mais la seule interrogation qui me vient à l'esprit, c'est en fait, là on parle quand même de quelque chose qui donne un avantage très net par rapport aux autres. Est-ce que dans une société où finalement l'ascenseur social est en panne, entre guillemets, est-ce que maintenant, entre le moment où l'arrivée sur le marché, le moment où tout le monde peut bénéficier de la technologie, est-ce que ce gap, même s'il est de 10, de 20 ans, ne pourrait pas suffire pour créer de tels écarts que en fait, la mise à niveau de l'ensemble de l'humanité ne serait pas suffisante pour récupérer finalement cet écart initial s'il est trop important. Oui, finalement, si je vous comprends bien, est-ce qu'on va vraiment arriver à démocratiser ça? Exactement, Voilà. avant que l'écart soit trop important. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Didier Kernel? Donc c'est clair que le risque existe et que c'est pour ça que dans l'Union européenne, notamment, un des gros enjeux de mon point de vue et du point de vue de mon association, mais je pense que normalement on devrait se rejoindre là-dessus, c'est savoir si les progrès dans le domaine de la santé vont être des progrès collectifs ou bien vont être des progrès accessibles seulement à une minorité. Et donc très concrètement, cela signifie notamment, est-ce que dans le domaine des thérapies géniques, dans le domaine des nanotechnologies, dans le domaine des recherches pour ce qui concerne les médicaments, est-ce qu'il va y avoir des connaissances mises en commun, financées par les États, ou bien si ce sera des brevets appartenant à des sociétés pharmaceutiques et qui donc à ce moment-là peuvent avoir pour conséquence une société réellement, profondément à deux vitesses. Et donc une des conséquences pour moi paradoxal de l'opposition d'un certain nombre de personnes qui se situent politiquement à gauche dans ce qui s'appelle le camp, on utilise parfois le terme progressiste. Une des conséquences de ceux qui disent oui mais il y a des choses plus importantes que de dépenser de l'argent là-dedans, c'est que les progrès bénéficient plus et bénéficient surtout tant qu'on ne fait pas ces recherches collectives aux plus aisés, évidemment. Et ce n'est pas parce que, par exemple, on interdit ici, en Europe, si demain, parce que pour le moment, les thérapies géniques, on approche, mais on n'y est pas encore, sauf dans des cas très particuliers, mais si demain, les thérapies géniques sont interdites dans l'Union européenne, pas seulement en France, mais dans l'Union européenne, ça n'empêchera pas des gens, et que ça fonctionne pour permettre une vie plus longue en bonne santé, ça n'empêchera pas les gens les plus riches parmi nous de prendre l'avion pour la Chine. Donc, encore une fois, c'est un enjeu vraiment, pour moi, extrêmement important, et d'autant plus important qu'aussi une société dans laquelle on aurait les vieux riches qui peuvent vivre presque sans limitation et les vieux pauvres qui doivent s'arrêter. Vous avez atteint la date de péremption, ce serait profondément disruptif et donc totalement non souhaitable. Donc c'est vraiment pour moi, et les deux questions que j'ai entendues vont dans le sens,
Oui, mais donc, n'allons pas trop vite dans ce domaine-là parce que ça va renforcer les inégalités, ou en tout cas, n'investissons pas trop dans ce domaine-là parce que ça va renforcer les inégalités. Pour moi, c'est exactement le contraire. Ne pas investir dans ce domaine-là, ici et maintenant, enfin, ici, c'est plus large que la France, mais bien qu'il y ait dans ce pays vraiment des spécialistes mondiaux. Donc, n'investissons pas dans ces domaines-là, ça va avoir pour conséquence d'augmenter les inégalités entre riches et pauvres âgés. Alors Alain Berès, et je n'oublie pas qu'il y a monsieur, ensuite vous, ensuite là-bas. C'est plus un commentaire, mais comme c'est une question d'un étudiant en pharmacie, c'est forcément une bonne question. Je crois que la réponse, excusez-moi, elle n'est pas à la table. La question n'est pas adressée à ceux qui tiennent les technologies. La question est adressée à la société. Beaucoup plus tôt dans notre débat, je ne me rappelle plus qui a parlé, qui a utilisé la métaphore de l'outil. Depuis quand on rend l'outil responsable du travail bien fait ou mal fait? Et je crois que la question, elle est posée aux élus et elle est posée aux électeurs, c'est-à-dire à vous, c'est-à-dire de savoir à quel moment une société accepte ou n'accepte pas ce qu'il y a dans la boîte à outils. Et par contre, se priver de l'outil, ça serait, à mon avis, très dangereux. Mais c'est une question éminemment politique et qui s'adresse aux hommes politiques et aux électeurs. Voilà, alors la deuxième prise de parole à gauche avant d'aller à monsieur. Oui, voilà, merci beaucoup. Oui, merci. Oui, donc Sébastien Serve, étudiant en droit. Ma question rejoint un peu ce que a cité M. Kernel sur tous les tests et dans l'Union européenne, parce qu'actuellement le débat est très vif, je parle d'un point de vue institutionnel, au niveau de l'Union européenne, sur les tests et les essais cliniques. Peut-on considérer finalement que quand il y aura une augmentation de l'humain, faudra-t-il penser aussi à revoir le cadre des essais cliniques qui pourrait comporter toutes les extensions qu'on peut réaliser sur l'humain? Est-ce que, pardon, apparemment on n'a pas compris la question. On aimerait bien vous répondre. Reformulez-la. Ma question concerne les essais cliniques. S'il vous plaît. Oui, les essais cliniques. Oui, puisque finalement, actuellement, il y a un débat justement sur l'homme augmenté, puisque finalement, c'est modifier l'homme. Oui. Donc, ma question serait, faudrait-il pas aussi reconsidérer toute la partie sur les essais cliniques et sur la place de l'homme à ces moments-là, puisque finalement, dans l'augmentation de l'homme, il va falloir faire des tests et des essais sur l'homme pour l'augmentation de l'homme. Oui, alors, qui veut répondre? Bernard Bertschy. Mais actuellement, il n'y a pas d'essais cliniques sur les usages non médicaux des différentes substances ou pharmacologiques. On fait des essais cliniques dans des indications médicales. Donc, tous les médicaments qu'on utilise pour s'améliorer en les achetant dans sa cuisine, en les prescrire, il n'y a pas d'essais qui ont été faits pour tester les résultats sur les personnes en bonne santé. Il y a quelques résultats qui transpirent par-ci par-là, qui sont d'ailleurs pas concordants, mais je crois que si on voulait véritablement se lancer dans un programme d'amélioration de l'être humain au niveau social, il faudrait mettre sur pied, non pas changer, mais mettre sur pied des directives pour de la manière dont on ferait des essais pour des gens, puisqu'il s'agit d'indications non médicales, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une condition à soigner. Oui. Alors, monsieur, merci d'avoir patienté. Justement, je voudrais revenir sur plusieurs points qui sont revenus ici déjà, mais qui n'ont pas été exprimés vraiment. C'est la question du pouvoir et de l'idéologie, de l'application donc du pouvoir et de l'idéologie dans le progrès. Je donne un exemple. Au lendemain de la guerre, l'Europe a accepté le tracteur et en gros l'agriculture industrielle américaine. Or, ceci, c'est le progrès, c'est un outil. Et est-ce que cet outil, qui a quand même tué 9 paysans sur 10 en gardant un industriel qui est un agriculteur, est-ce que n'a pas, en train ici, 50 ans après, on entend les plus grandes instances internationales qui reviennent sur ce progrès en disant que ce qui va nourrir la terre, les hommes, ce sera un autre type d'agriculture, en gros biologique, et ceci, c'est les plus grandes instances internationales. Donc il faut revoir dans ce domaine-là la notion de progrès. Alors deuxièmement, qui est-ce qui décide de ces changements? Qui est-ce qui décide des techniques qui sont bonnes ou pas pour nous? C'est quand même les multinationales, l'économique, les États
et que nous, citoyens, nous n'avons rien à dire, nous sommes manipulés dans ce domaine. Ici, on voit bien que la part des citoyens est très minime, puisqu'on a un aréopage de techniciens, d'hommes très honorables, et nous, pour intervenir, c'est, disons, la 10e roue de la charrette. Alors, ouais, mais c'est pour ça que je parle ce que au je nom vous propose, des c'est citoyens. que je prenne également l'autre question. Voilà, mesdames. Johanna Schmidt, pensez-vous qu'il soit réaliste pour une société d'émettre des limites juridiques au développement technologique? Lorsqu'on regarde l'histoire des techniques, on voit que les sociétés se sont constamment adaptées au développement technologique. Généralement après une période de résistance, mais la résistance finit par céder. Et les hommes et les femmes qui ont vécu dans les siècles passés ne pouvaient absolument pas imaginer, évidemment, notre environnement technologique d'aujourd'hui. Et à l'avenir, si la biotechnologie permet à l'homme de vivre mieux, lui permet de reculer certaines limites qui lui paraissent gênantes, je pense que la société s'adaptera. Alors, Alexandre Moreau? Oui, je crois que... Pardon, on va juste redresser votre bouteille, sinon il va y avoir une catastrophe. Oui, merci. Voilà. La question que vous posez me ramène en fait à l'idée que lorsqu'on débat de l'éthique de nouvelles technologies, on se place implicitement dans la position d'une espèce de législateur fictif qui pourrait décider souverainement de ce qui va se passer ou pas. Alors, je crois quand même qu'il y a une grande part d'illusion dans cette position-là. Et c'est pas simplement... Alors, l'exemple que monsieur donnait était au fond le fait d'adopter un certain type d'agriculture au milieu du siècle passé, et puis rétrospectivement, ça n'est pas sans regret, disons, qu'on assiste aux conséquences de ceci. Il faut aussi voir que l'inverse est aussi possible. La manière dont des innovations technologiques s'insèrent dans un tissu social et changent la nature même de ce que c'est que de vivre normalement, eh bien, c'est extraordinairement contingent. Étant assis à côté d'un pharmacologue, je pense à la révolution thérapeutique du milieu du XXe siècle. Ce qui s'est passé a été très largement soustrait non seulement à la décision humaine, mais à toute espèce de délibération. Si on pense à la pénicilline, son découvreur n'était pas très intéressé à la développer sur le plan pratique, et si c'est devenu un médicament largement disponible, c'est essentiellement un effet secondaire de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le fait qu'une technologie s'insère dans un tissu social, c'est lié à des contingences historiques que nous ne maîtrisons pas. L'idée même de maîtrise me paraît être une illusion assez énorme. Alors, juste deux petites informations avant de poursuivre. D'abord, il y a Roger Paul Droit qui aimerait bien intervenir là-dessus. Je le redis par courtoisie pour tous ceux qui viennent d'arriver. Nous avons prévu des chaises, donc si vous voulez juste patienter un petit peu, sinon on reste encore 3-4 places devant, mais nous avons prévu des chaises. Roger Paul Droit. Oui, je voulais dire qu'il me semble qu'il n'y a pas à se mettre effectivement dans une position de législateur fictif et de croire que chacun de nous décide de tout, mais il n'y a pas non plus à imaginer que nous sommes écrasés par un cours de l'histoire qui nous échappe résolument et entièrement. C'est-à-dire que, pour finir, je voudrais juste revenir sur en quelque sorte la place décalée, décentrée de l'humain aujourd'hui. Qu'est-ce que l'histoire nous a montré? C'est que bien évidemment, nous ne sommes plus les rois de la création, nous ne sommes plus au centre des espèces, nous ne sommes même plus au centre de nous-mêmes, nous ne sommes pas vraiment radicalement différents dans notre substance du monde extérieur, et ce décentrement ne doit pas pour autant faire oublier que l'homme, même s'il est aussi bien évidemment une partie de la nature, réinclus dans son dialogue avec les espèces et dans la biodiversité, est le seul à être responsable du tout. C'est-à-dire que nous sommes
quand même inévitablement les seuls à être responsables de la biodiversité, ce n'est pas les baleines qui s'occupent des baleines, et le fait est que nous avons cette responsabilité vis-à-vis du présent, mais aussi des générations futures, et ça suppose bien évidemment que chacun d'entre nous s'informe, soit au courant des enjeux, ça suppose donc de la pédagogie, ça suppose des lieux de débat comme celui-ci, mais bien d'autres, à travers les comités d'éthique régionaux et puis les instances citoyennes et même tous les débats possibles et imaginables, et que se dire que cette responsabilité, nous avons chacun à la réendosser pour le présent et pour l'avenir, et qu'il n'y a pas une fatalité des pentes technologiques dans tous les domaines. Alors, il y a une demande de parole ici. Je voudrais signaler que j'ai oublié un monsieur. Ça fait déjà un quart d'heure qu'il me fait signe. Alors, voilà, je suis désolée, mais je me dénonce toute seule. Hein. Oui, je suis chirurgien dans le Pacifique et je suis surpris qu'on pose encore le problème de la démocratisation du bénéfice de ces recherches qui se développent, il est vrai, surtout entre la Californie, la Chine, la Corée, en matière génétique. Aujourd'hui, il n'y a plus un chercheur qui est isolé dans son coin, même si c'est un mandarin. Aujourd'hui, des milliers de chercheurs se connectent instantanément par l'Internet. Il existe un grand laboratoire planétaire qui fait progresser à la vitesse grand V tout ce qui ressort dans la convergence NBIC, nanotechnologie, biologie moléculaire, informatique et sciences cognitives. Je veux dire par là que le débat éthique qui se posera après sera également, je l'espère, démocratique et personne ne refusera de vivre plus longtemps. Si on peut, par les nanotechnologies, éliminer le cholestérol que je porte aujourd'hui, je ne serai pas le seul, riche ou pauvre, à en bénéficier. J'en suis certain. Voilà, c'est une... Alors, on en profite peut-être pour donner la parole à monsieur aussi. Merci pour votre apport aussi, monsieur. Merci. Oui. Ça marche. J'ai été enseignant de philosophie et je dois dire que le titre de ce forum aujourd'hui me laisse quelques inquiétudes. L'homme réparé, je crois que tout le monde sera d'accord, c'est pas là le problème. L'homme augmenté, si. Et j'ai relu à l'occasion de ce forum un livre du philosophe allemand Jürgen Habermas, qui porte le sous-titre vers un eugénisme libéral, point d'interrogation. Et je crois qu'il cerne bien les problèmes qui sont dans cette question que vous débattez aujourd'hui. Il rappelle quelque chose qui date d'Aristote, c'est-à-dire que dans l'univers, il y a des choses qui sont naturelles et il y a des choses qui sont fabriquées. Et je pense que lorsqu'il s'agit de penser et peut-être même de réaliser, parce que là, il y a une pression des entreprises privées, de financiers, il y a une pression de l'économie marchande, lorsqu'il s'agit de transformer, non pas un homme individuel, mais disons des transformations qui ensuite vont rejaillir sur les générations successives, je crois qu'on ferait bien d'y réfléchir à deux fois, parce que je terminerai là-dessus. Ça pose la question, j'ai entendu, je crois que c'est Roger Paul Droit qui a utilisé le terme d'amélioration, et j'aimerais bien qu'on m'explique un jour qu'est-ce que c'est que, bien sûr, ne plus avoir de rhumatisme, vaincre le sida et toutes les autres maladies, c'est bien, mais qu'est-ce que ça pourrait être des améliorations qui fabriquent effectivement du post-humain. Voilà. Alors j'espère que vous avez été rassurés en écoutant le débat. Vous voyez que nous posons des questions pour l'instant. Hein. Et encore, on n'a pas introduit, ça vous en avez parlé, les règles du parc humain. Je vous aurais encore plus choqué. Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre à monsieur ou alors on enchaîne sur notre prise de parole? Didier Cornel, mais très vite parce qu'il faut vraiment qu'on puisse installer tout le monde. Je commence un petit peu à avoir mal pour eux. Ouais. Ok, le plus vite possible. Si je pensais, et à mon avis les autres personnes ici, que débattre n'avait aucun sens et que tout était choisi par des grandes compagnies, je préférerais jouer à la pétanque qu'être ici, et je pense que c'est la même chose pour vous, monsieur, même quand vous posez la question. Il y a quelquefois dans l'histoire de l'humanité où on a réussi à arrêter un certain nombre de progressions technologiques. Par exemple, le Japon, au XVIIe et XVIIIe siècle, pendant un siècle, a arrêté. Par exemple, pour être plus récent, le fait que le DTT n'a plus été utilisé, c'est la suite du printemps silencieux pour une grande partie.
Par exemple, et ça c'est encore plus important, le fait qu'on n'utilise pas l'arme nucléaire actuellement, et tant mieux. Donc tout ça. Et pour ce qui concerne tout ce qui est progression médicale, je pense que dans ces choix, c'est super important de faire les choix qui permettent une vie beaucoup plus longue en bonne santé, pas seulement pour les raisons que j'ai exposées jusqu'ici, pas seulement pour plein d'autres raisons que je n'ai pas le temps d'exposer, mais aussi parce que ça rend l'homme, l'être humain, plus résilient, plus résistant, et que donc ça diminue les risques liés à toutes les autres progressions technologiques. Là, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire, on n'a pas le temps ici, mais sur tout ce qu'on appelle les risques existentiels, donc les développements des armes, les développements des connaissances, de l'intelligence artificielle et tout ça, ça comprend aussi des risques tout à fait considérables. On prend quand même cette question ou intervention avant de conclure avec Alain Beretz. Oui, monsieur. Oui, Loïc, étudiant en droit. Monsieur Roger-Paul Droit, vous disiez que l'homme était le seul responsable des baleines. Et d'où vient le fait que l'homme est responsable des baleines? Au début, tout début de cette conférence, vous avez écarté la question de la nature humaine. Et je suis extrêmement gêné par le fait que les philosophes, finalement, on n'insère pas cette donnée philosophique fondamentale de la nature humaine dans ce débat. Le titre de ce colloque, c'est on parle de bioéthique. Le mot éthique vient du grec. Le mot latin correspondant, c'est le mot moral. Et finalement, vous ne posez pas la question, ou j'entends pas assez cette question, est-ce que le post-humain est moral? Alors, juste un point qui me semble extrêmement fondamental, c'est qu'en médecine, et même en pharmacie, notre société est fondée sur le serment d'Hippocrate, qui dit en article 1er, premièrement, ne pas nuire, primum non nocere. Est-ce que le post-humain, est-ce qu'on se pose la question, est-ce que le post-humain va nuire à l'homme? Et quelles sont les données éthiques fondamentales que nous ne pouvons pas transgresser parce qu'elles font partie, elles correspondent à notre nature humaine? Le philosophe Boès disait que nous avons une raison. Moi, j'irais plus loin que lui, je dirais que nous avons une nature humaine commune qui est que nous avons une intelligence. Est-ce que notre intelligence peut nous permettre de transgresser des valeurs éthiques fondamentales, à commencer par le primus non nocere? Et merci d'avoir introduit ce volet-là, ce regard. On vous écoute, Roger-Paul Droit. Mais oui, vous êtes concerné directement. Hein. Ce que j'ai voulu dire tout à l'heure en parlant de la nature humaine, qui n'est pas à laquelle il ne faut pas donner un contenu, je voulais dire qu'il ne faut pas se donner une image précise, définie de l'homme, parce qu'il me semble qu'il s'invente continuellement. Et c'est Pic de la Mirandole qui l'a dit avant d'autres. Si vous posez la question « qu'est-ce que l'homme ?», la seule réponse possible, c'est l'idée d'une page blanche qui s'écrit d'elle-même et qui s'écrit à mesure. Ça n'est pas quelque chose qui a un contenu. Mais c'est un autre problème que vous soulevez, c'est celui du caractère éthique de ce que l'on appelle le post-humain et cette idée d'augmentation. Si elle se faisait, soit, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, si vous voulez, au prix de souffrances infligées à des êtres humains, la réponse est non, ce serait nuire. Si elle se faisait, ces augmentations, au prix d'effets secondaires pour ceux qui les ont, ce serait non aussi, enfin d'effets secondaires nuisibles, et si elle se faisait enfin au profit de quelques-uns et au détriment du plus grand nombre, ce serait non aussi. Et ça me paraît, si vous voulez, des bornes minimales, et certes discutables, mais qui sont au moins claires et que j'essayais d'énoncer. Voilà. Mais vous avez raison sur la dimension éthique, bien sûr. Alors, il est 18h01. Nous allons conclure avec notre grand témoin, Alain Beretz. Non, je ne vais pas, rassurez-vous, je ne vais pas tenir longtemps. Je voudrais vraiment, en tant que grand témoin, j'étais très stressé en arrivant là. Je le suis encore un peu au moment de conclure, mais je crois vraiment qu'on a assisté, Israël, à quelque chose que tu voulais, c'est-à-dire à cet échange sans prétention. Et je crois que c'est important, ni dans la salle, ni à la table, il y avait la prétention de détenir la vérité, mais un échange authentique sur des débats, sur des questions sur lesquelles il n'y a pas forcément de réponse. Et je sentais quelquefois des frustrations parce qu'il n'y avait pas de réponse. Le scientifique que je suis rappelle qu'il n'y a pas de réponse. C'est les questions qui sont importantes et que ces questions, elles ont été magnifiquement posées. La dernière sur l'éthique et la moralité, la santé versus la normalité. Faut-il légiférer ou pas sur ces éléments d'augmentation ?
Et je rejoins la parole du début de mon voisin qui a dit, je pense qu'aujourd'hui on n'a pas eu ce prêt à penser bioéthique un peu standard, un peu décongelé, lyophilisé, qu'on vous resserre de temps en temps. Il y a vraiment, moi j'ai senti de la nouveauté, de l'originalité et de la construction partagée. En tant qu'universitaire, je veux aussi saluer le fait que c'était pas ex cathedra et que nous avons senti un vrai échange. Et je terminerai, je crois que c'est vous qui au début avez parlé, je reprends mes notes, voilà, peut-être que la meilleure augmentation de l'homme, ça serait de pouvoir lui greffer des qualités morales. C'est ce que vous avez dit au début, on n'en a pas parlé. Moi, j'ai aujourd'hui, en fait, ce type de forum sont des outils pour nous greffer des qualités morales et je voulais vous remercier pour ça. Merci infiniment. Merci Alain. Voilà. Mesdames et messieurs, pardon pour ceux qui ont dû rester debout. Je vois que même aussi monsieur Jean-François Mattei est là, debout, voilà, depuis un moment. Donc on va placer les chaises, on va changer un petit peu de décor et on vous retrouve dans quelques minutes. Merci.